Bonjour et bonsoir, chers amis qui allaient me suivre tout de suite. Moi, c'est Big Mac, l'aigle de Coloésie. Aujourd'hui, c'est mardi, le 15 juin 2021. Je vous remercie, vous tous qui allez me suivre, et je vous salue. Je reviens encore comme promis, parce que je vous ai dit que j'allais revenir avec un document, un article écrit par un Américain qui dit clairement comment Washington a laissé une élection bâclée, truquée, volée avoir lieu en République démocratique du Congo. J'ai l'article ici, c'est l'article de cette page. Je vais vous le lire pour que, ensemble, nous puissions comprendre ce qui a réellement eu lieu avant que Félix Tshisekedi ne soit mis là par Joseph Kabila et les groupes d'intérêt financiers pour maintenir les Congolais donc, dans l'esclavage. Donc, c'est question d'argent, de grands intérêts. Donc, pourquoi nous devons connaître ceci? Je vous l'ai dit. Donc, ayons la culture. Changeons un peu notre façon de voir les choses en République démocratique du Congo. C'est ce que moi je veux. Ne soyons pas nombreux sur les YouTube, les Facebook, à parler en désordre pour des choses que nous ne maîtrisons pas, sans faire des recherches, sans comprendre le comportement de tel ou tel politicien, sans savoir pourquoi il est là, qui l'a parachuté là-bas, sa mission véritable c'est quoi? C'est ce qu'un Congolais doit comprendre d'abord avant de nous engager dans des discussions qui font à ce que nous supportons des politiciens parce qu'il est de chez toi, parce qu'il te donne l'argent, et nous oublions donc de nous poser la question, quelle est la place des Congolais dans tout ce jeu qui est en train de se jouer? Quelle est la place du Congo? Le jour où nous allons commencer à raisonner de cette façon, c'est le jour où nous allons libérer ce pays-là. C'est pour cela, moi, j'ai ma façon de faire les choses. J'aime les articles, les preuves scientifiques, un raisonnement un peu cartésien, un raisonnement de l'université, l'école secondaire, même à l'école primaire. Puisque moi, on me disait par mes professeurs que les études, ce n'est pas tellement ce qui va faire de toi quelqu'un dans la vie, non. C'est la sagesse. Si tu as eu des parents qui t'ont bien éduqué à partir du bas âge, ils ont laissé leur éducation dans les mains, par exemple, d'un pasteur, un prêtre qui a continué l'éducation, et tu vas à l'école, tu trouves un maître de l'école ou bien une maîtresse de l'école primaire. Si tu finis l'école primaire avec succès, de bons points, mes chers amis, en 6e primaire, tu peux commencer à comprendre la vie, c'est quoi. On peut même te faire sauter en 6e primaire, on t'amène à l'université. Tu ne resteras jamais zéro là-bas en première graduate. Tu comprendras certaines histoires. Comprenez pourquoi dans d'autres cultures, on fait tout pour que la base soit solide et bonne. Parce qu'un enfant qui n'a pas de base solide, d'éducation à la maison, même à l'école, il est foutu. Et comprenez pourquoi au Congo aujourd'hui, si vous remarquez, ça fait beaucoup d'années, hein, puisque beaucoup de gens parlent du Congo, c'est comme si c'est Tshisekedi qui est venu amener les choses, ou bien Joseph Kabila. Non. Les choses ont commencé à se gâter avec Mobutu. Mobutu a hérité d'un Congo meilleur. Le Congo était très bien. Nous avions beaucoup d'argent dans les coffres de l'État. On nous respectait partout. Donc nous n'avions jamais eu une autre forme de gouvernement pour nous-mêmes, les Congolais zaïrois. Non. Puisque Mobutu a hérité ça des mains des étrangers, des Blancs. C'est-à-dire les Blancs ont mis une fondation. Ils étaient mauvais, on peut lire l'histoire, dire n'importe quoi, mais ils nous ont laissé quand même un pays. Là où les gens buvaient du thé le matin avec du lait, à midi, ils vous mangent et le soir, ils vous mangent. Ils s'habillaient très bien, même s'ils n'avaient pas de voitures, ils avaient des vélos, ils avaient des mobylettes, tout ça.
Ils se promenaient. Chaque samedi, nos mamans avaient les mumbunda, les mabaya, ils allaient jouer dans des cercles, jeux de dames, jeux de cartes, la musique là-bas, la danse. Chaque samedi, dans le milieu où moi j'ai grandi, c'était des fêtes culturelles. Ce samedi, ce sont les Tchokos qui vont danser. L'autre samedi qui viendra, ce sont les Rwandais qui vont danser. L'autre qui est là, ce sont les Barundi qui vont danser. L'autre là, ce sont les Bayés qu'on allait voir. On allait au théâtre de verdure. Nous nous mettons là-bas très petits, nous regardons le théâtre. Donc on apprenait beaucoup de choses. Toutes ces histoires là-bas ont été effacées au fil du temps par la gestion de Mobutu. La kleptocratie, Bongo, l'oligarchie, la famille qui prend tout, l'utilisation des autres personnes, des autres tribus pour matraquer, annihiler d'autres tribus. Et c'est comme ça. Tout a commencé à être anéanti dans les années 80. C'est quand on a senti que Mobutu vraiment avait mis le Zaïre par terre. C'était comme ça. Tout était foutu. Alors, le pays tombait. Mais quand ça tombe, les gens ne se rendent pas compte. Parce qu'on dit, ce n'est pas le jour où tu vas manger le crapaud que tu auras de la gale. Ça prendra beaucoup de temps. Et Mobutu nous a laissés dans un état là où nous étions un peuple mal éduqué. Le peuple le moins informé de l'Afrique même. Combien de Congolais lisaient? Parce qu'il n'y avait pas de bibliothèque. Il n'y avait pas de bibliothèque là. Mobutu n'avait pas un programme là qui faisait ce qu'il fallait commander des livres. Il n'y avait pas de bibliothèque. On n'a rien amélioré pour la culture, pour même le civisme. Ce que vous appelez l'éducation à la citoyenneté, ça n'existait pas. On nous apprenait les histoires du impère. Comment Mobutu est allé tuer un léopard en brousse avec une flèche à la main. Comment il a été né, il a été mis au monde par maman et mort. Des bêtises. Il y avait la musique, chaque fois les Sakayonsa. On dansait, on chantait pour Mobutu. Et Mobutu lui-même disait, heureux le peuple qui chante et qui danse. Donc, on a imbécilisé tout un peuple au fil des ans pour asseoir le pouvoir de M. Tel, qui est venu le roi du Zaïre, qui est devenu le roi du Zaïre, le maréchal, tout ça. Quand le pays mourait, ou bien se mourait petit à petit, les gens n'étaient au courant de rien. On est descendu par terre. Et pendant ce temps-là, les années 70, les années 80, il y avait des Rwandais qui étaient venus au Congo comme des réfugiés. Eux déjà étaient en train de jeter leurs filets, de mettre leur base. Parce qu'ils voyaient que ça c'était un peuple idiot. Un peuple qui ne fait que chanter la musique, le produit là-bas, tout le monde avait Asepso, Movat là-bas, on ne fait que danser, on s'habille très bien, il n'y a pas de base. Les universités sont en train de se détruire, les instituts supérieurs, on ne les construisait même pas. La population augmentait, on ne construisait pas des bibliothèques, on ne construisait pas des écoles, ce n'est que ce que les Belges ont laissé. Les villes se remplissaient, l'électricité que les Belges ont laissée pour la ville de Kinshasa, c'est pour desservir par exemple 10 000 personnes, mais Kinshasa aujourd'hui, il y a combien? 10 millions de personnes. On n'a pas construit des cabines électriques, on n'a pas construit des dépôts d'eau, donc tout s'était arrêté. Le développement s'était arrêté, mais le peuple augmentait. Et l'idiotie augmentait. Et les autres qui nous regardaient de loin, ils étaient en train de mettre en place leur système. Et ils étaient en train de nous frapper petit à petit. Imaginez un peuple qu'on a mis à genoux 32 ans d'ignorance. C'est pourquoi moi je comprends parfois, même quand nous discutons avec des gens, moi je comprends. Si on t'a détruit petit à petit pendant 32 ans, ce n'est pas demain que tu vas te réveiller comme ça. Non. Il faut encore du temps. Tu as pris du temps pour tomber. Il te faudra encore du temps pour te réveiller. Comprenez pourquoi même un intellectuel congolais, j'ai toujours dit ça, sa façon de raisonner, tu vas regarder, est-ce qu'on monte à ta université, oui? Est-ce que Master attend à ta université? Raisonnement bizarre. Un Congolais qui ne fait pas d'analyse, lui, il est de ma tribu. C'est fini. Oh, c'est mon cousin. Il supporte, même si son cousin est en train de le tuer, même ton cousin, s'il est en train de manger lui-même, il ne te donne rien. Mais toi, tu ne fais que te réjouir parce que tu as le visage, la photo de ton cousin au pouvoir. Ça, c'est quel peuple?
Nous avons été détruits. À l'intérieur surtout. Car c'est l'intérieur, l'extérieur reflète ce que nous avons à l'intérieur. Et c'est pour cela qu'on dit aussi en politique, un peuple mérite les leaders qu'il a. Si nous avons des leaders qui nous trompent, qui viennent pour voler, qui nous font tabasser là-bas, qui font que nous sommes des ennemis là-bas, et nous acceptons cette situation, nous sommes endormis, quelqu'un vole, vous dites, ah, tu as habité ton ça la nuit, on dit, levez-vous, chassez-le. Hein? Toutes ces situations, c'est nous-mêmes qui voulons ça et qui avons créé ça. Personne ne viendra changer quoi que ce soit si nous ne le faisons pas nous-mêmes. Comprenez pourquoi au Congo, c'est difficile de changer quoi que ce soit aujourd'hui. Il faut d'abord la rééducation. C'est pour cela qu'il y a des gens, même sur YouTube, tout ça, qui lancent des messages. Nous devons connaître d'abord la vraie histoire du Congo. Qui a fait quoi dans le passé? Comment corriger ça? C'est un problème intellectuel aussi, un problème moral, un problème psychique, un problème psychologique. Nous sommes un peuple traumatisé. Le peuple congolais a été traumatisé au fil des ans. Nous avons vécu même avec Mobutu sous l'état de la terreur. Bako Kangayo. Même si c'était droit, Bako Kangayo. C'est-à-dire les voleurs nous ont imposé un système dans lequel nous les justes, on avait peur des voleurs. Les voleurs avaient droit. Ils volent, ils deviennent juges, ils te jugent, ils te condamnent. Alors on a compris que c'est comme ça que le monde existe. Et on était tellement pauvres, un Congolais ne pouvait pas même voyager par route, par rail, pour aller visiter le Congo. Beaucoup de Congolais ne connaissent pas les 4 du Congo. C'est pourquoi parfois nous avons du mal à comprendre les gens de l'Est c'est qui, les gens de l'Ouest c'est qui, comment est-ce que les gens du Nord raisonnent. Mais quand même nous faisons des vidéos, tu vas voir Moutou Manga, il parle des gens, il parle de l'histoire du sud du Zaïre, du Congo, même de l'Est, sans même maîtriser la question. Combien de Congolais ont commencé à voyager, à fuir seulement au temps de Mobutu. Ils ont commencé à fuir. Ceux qui voyageaient, c'était ceux qui étaient les tenants du pouvoir. Les autres, c'est leurs enfants. Ils ont vu l'Europe avant. Pourquoi leur papa était des militaires, ministres de Mobutu, ils ont voyagé. La majorité, nous avons commencé à voyager pour fuir le Congo. La misère, les politiques, tout ça, c'est ce qui a fait que nous avons commencé à fuir. Et quand nous avons mis le nez dehors comme ça, je ne sais pas si beaucoup mettent le nez dehors et ne regardent, ne voient rien. Il fallait voir. Tu regardes, ah, pourquoi aux Zaïre on ne fait pas ça? Pourquoi il y a... Dans d'autres pays, ils n'étaient pas tellement au paradis, mais ils avaient certaines histoires que nous n'avions pas aux Zaïre. Les histoires de ATM, la machine là pour mettre la carte bancaire pour retirer l'argent. Ça existait dans beaucoup de pays africains. Mais aux Zaïre, on n'en avait pas. Combien des Zaïrois pouvaient mettre l'argent dans un compte comme ça? Ils savent ouvrir un compte. Combien? Je ne dis pas qu'il n'y avait rien. Non, il ne faut pas confondre. Il y en avait, mais qui mettait l'argent là-bas? Avec quel système bancaire? Tout était par terre. Vous comprenez, c'est ça l'héritage qu'on nous a laissé. Et les ennemis du Zaïre, du Congo, c'était comme des hyènes. Ils étaient en train de nous regarder comme ça. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Même au temps de Mobutu, ce sont les étrangers qui venaient. Moi, je connais des Libanais. Ce n'est pas aujourd'hui, vous allez dire Kabila, Félix Tshisekedi a amené ceci. Non. Les Kabila et les Félix Tshisekedi sont en train de surfer, comme on dit. Ils sont en train de surfer sur un système qu'ils ont rencontré là-bas. On marchait dans des villes là-bas. C'était les étrangers qui tenaient des magasins, qui avaient les affaires, qui faisaient... Il n'y avait pas de promotion, il n'y avait pas d'entrepreneuriat pour responsabiliser les Zaïrois. C'est-à-dire un enfant d'un Zaïrois se lève comme ça, on lui apprend à être chef d'une boulangerie, crée ta boulangerie, l'État te donne l'argent, tu vas remettre petit à petit. Tu veux faire quoi? Il faut ouvrir un garage pour réparer les véhicules. Ouvre, l'État te donne l'argent. Tu veux combien? 50 000 $ américains, l'État te donne. Tu veux faire une école, ouvre une école privée. Tu vas commencer à remettre ça dans 5 ans. Ça se faisait dans beaucoup de pays. Ça se faisait dans beaucoup de pays africains. Mais quand le Zaïre était là, nous on n'avait rien.
Les gens qui font des champs de maïs, de manioc, tout ça, vous n'êtes pas riches. Mais organisez-vous en coopérative. Pendant la période de la récolte, prenez toutes vos histoires, mettez-les en groupe. Dans des sacs là-bas, mettez votre nom, on vient, on les pèse. Hein? Madame Telle nous a donné combien de kilos de manioc, tout ça. 1 kilo de manioc revient à combien? On va vendre ça en groupe. On vous verse l'argent dans vos comptes. Ou bien on vous amène des chèques. On vous distribue. Vous donnez un petit pourcent là-bas pour la coopérative. C'est-à-dire, on vous apprend à vous organiser. Tu peux travailler dans une coopérative 5 ans. Après la 6e année, tu connais comment le système fonctionne. Comment on économise, comment on fait, tout ça. Le Congo, on n'avait rien dans la tête. À part la musique. Tout le monde voulait chanter. Tout le monde voulait devenir Werason, JB Mpiana, tout ça. Et les Rwandais étaient là en train de nous regarder. Les Burundais étaient là. Les Tanzaniens rigolaient. Ils ont trouvé une opportunité, ils sont venus comme ça. Comprenez pourquoi même les politiciens congolais, Zaïron en ces temps-là, ils ont eu trop d'opportunités pour transformer leur pays, faire partir Mobutu. Pourquoi ils ont échoué? Des gens mal formés, donc tous des corrompus. C'est la corruption qui était, leur âme, c'était la corruption. Tous. Imaginez cette base que Mobutu a laissée. Il a mis des gens là-bas, il les a fait tourner à Kinshasa dans une conférence nationale qui n'était même pas souveraine, à décision non exécutoire. Il les a fait tourner pendant beaucoup d'années. Jusqu'à ce que la 7e année, il a fallu qu'un Congolais soit utilisé venant de l'extérieur avec des étrangers. J'ai toujours dit ça. Si vous ne changez pas votre pays vous-même, sachez que quelqu'un d'autre le changera. Et si ce quelqu'un d'autre le change, il va vous tendre une facture. Vous devez payer. Et c'est ce que nous sommes en train de payer. Parce que nos papas, nos grands frères étaient des idiots, ils n'ont rien fait. Il a fallu que beaucoup de gens viennent de l'extérieur. Et quand quelqu'un vient de l'extérieur, il vient avec son agenda. Les gens qui sont venus de l'extérieur ont fait partir Mobutu, non pas pour nous. Parce que Mobutu gênait, il connaissait beaucoup, il était puissant dans cette zone d'Afrique, sur le plan international, ils savaient, ils l'ont étudié. Plus que nous-mêmes, les Congolais. Il fallait l'éliminer, l'écarter. Les Congolais vont croire que c'est pour eux. Quand nous allons l'écarter maintenant, nous allons affaiblir l'Est du Congo. Donc le Congo restera comme un éléphant tombé. Ils avaient la liste des richesses. Comme ça, nous allons payer comme c'est pas possible. Parce que c'est un peuple idiot. Un peuple non formé. Un peuple ignorant. Un peuple qui chante et qui danse. Et ils ont fait ce qu'ils ont fait. C'est ça. Et aujourd'hui, nous n'avons que des yeux pour pleurer. J'ai promis, je vais vous lire un article d'un grand professeur américain. D'abord, avant de lire, je vous remercie. J'ai ouvert mon adresse email. Aigle de Kolwezi. Oh, mes chers amis. J'ai eu beaucoup de messages, des vidéos qu'on m'a envoyé, des photos de Kasumbalesa, de Kolwezi. Des gens m'ont écrit là-bas. D'autres me proposent, tu seras sénateur au Congo si tu reviens. Toi, tu peux même être gouverneur. Des gens comme vous, pourquoi vous êtes à l'extérieur? Et ils m'ont écrit de bonnes choses. La majorité, si je compte 60 personnes m'ont écrit déjà. De très bonnes choses. Ils m'ont flatté, ils ont dit des choses. À part 2 personnes, ça doit être des gens de l'UDP, c'est la démocratie. Et m'ont condamné. Tu es du tribaliste, pourquoi tu parles seulement mal des Kassaïens? Toi, tu es comme ci, comme ça. J'ai dit, bon, vous êtes libre. Ce que j'ai remarqué dans cette correspondance, c'est quoi? Il y a déjà un esprit de réveil. Beaucoup de gens disent nos leaders au Katanga. Parce que la fois passée, j'ai fait une vidéo sur le Katanga. Ils disent nous n'avons plus confiance en ces gens-là. Ce sont des farceurs. Tous. C'est dans la correspondance que j'ai lu un cri d'alarme venant d'abord du Katanga. Ils disent nous sommes déçus par tous les politiciens katangais. Ils sont en train de nous faire tabasser là, hein, de nous faire cogner les têtes, mais c'est eux qui volent avec le pouvoir en place. Je suis content parce qu'il y a une sorte de réveil. Et ils m'ont jeté des fleurs qu'il y a beaucoup de gens qui font des vidéos sur YouTube, sur Facebook, qui parlent même de leur province. Regardez, beaucoup de gens parlent de Bas-Congo, les Bas-Congo s'organisent. Les Kassaïens aussi, ils font des histoires là-bas pour s'organiser.
Ils ont dit au Katanga, tu es le seul, le premier, qui a commencé à parler du Katanga comme ça. Parce que les Katangais, je ne sais pas si... Ils pensent qu'ils ont la dette de quelqu'un. Ils ont même peur de parler de leur souffrance. Problème psychologique. Un peuple tellement traumatisé, écrabouillé, donc ratatiné, écrasé, a toujours peur, croyant que si je dis ça, on va me tuer. Ça existe encore dans la tête. Ils m'ont félicité que tu es le seul, la première personne qui parle du Katanga sans honte. Tu es là. Ils ont aussi félicité la sœur Gisèle Rouège. Courage. Ils m'ont dit de transmettre à Gisèle Rouège le message. En tout cas, Gisèle, les gens te félicitent. Continue. Tu es une brave. Nous sommes 2 au Katanga. Les autres, ils ont beaucoup de vidéos. Va en Belgique, en France, beaucoup de provinces, ils parlent de leurs histoires là-bas. Parfois, ils ne parlent même pas du Katanga. Mais ça ne gêne personne. Mais quand un Katangais, le seul, ou bien 2 avec une femme, commence à parler du Katanga, ce qui ne va pas au Katanga, comment les Bakuya viennent, ils veulent continuer la philosophie de mettre leurs pieds donc, sur le coup des Katangais, ça devient un problème. Ça devient un problème. Pourquoi? C'est psychologique. J'ai essayé d'expliquer à un Kassaïen qui m'a insulté. Il m'a insulté. Non, j'ai dit non. C'est psychologique. Tout ça arrive pourquoi? Parce que vos papas Kassaïens n'ont jamais eu le temps de s'asseoir avec vous pour vous dire des vérités. Ils sont venus conquérir le Katanga avec Tshisekedi dans le compte de Mobutu. C'est bref. Mais pourquoi je vais répondre comme ça? Vous avez donc un problème psychologique. C'est-à-dire, vous avez trouvé une terre, là où vous avez, donc, vous vous êtes imposé avec le système de Mobutu, qui vous a donné ses devoirs à domicile. Donc, imaginez maintenant dans 20 ans, 25 ans, 30 ans, hein, vous avez imprimé, donc, vos empreintes digitales sur le Katanga. Vous vous êtes rendu compte que ces gens n'existent plus. Un Katangais ne pouvait même pas lever le petit doigt pour se plaindre bien, pour te faire face. Donc vous aviez conquis, vous étiez des conquistadors dans le compte de Mobutu. Alors les enfants que vous aviez mis au monde, vous les papas Kassaïens, les mamans Kassaïens, donc ils sont venus dans un système là où ils allaient à l'école facilement, parce qu'il y avait un système de corruption, de protection, vous protégez donc les vôtres. Donc vos enfants ont vu que ce système c'est normal. Le jour où on leur a dit non, ce n'est pas votre terre, vous avez aussi votre province, vous ne pouvez pas manger 3/4 ou bien 9/10 du morceau du pain qui est là. Il y a aussi les Katangais qui doivent aussi manger. Les enfants ont dit non, parce qu'ils étaient habitués à manger facilement. Hein? Même dans ta maison, tes enfants sont habitués à manger en désordre. Le jour où tu vas dire fini maintenant, au lieu de manger 5, vous allez commencer à manger un morceau. Oh papa, pourquoi? C'est comme ça avec les enfants Kassaïens. Ils croyaient que le Katanga c'est leur terre. Même leur papa était à l'aise là-bas. Donc nous avons déjà conquis cette terre. Imaginez maintenant, ils voient quelqu'un qui vient leur dire, c'est fini. Ce n'est pas votre terre, vous êtes des margoulins, des voleurs. Donc vous êtes des gens, donc vous malmenez les gens ici. Oh, psychologique. C'était un choc pour eux. Même leurs enfants qu'ils ont mis au monde, ils ont été mis au monde et ont grandi dans ce système. C'est ce que les Anglais disent. They were taking that for granted. Ils ont pris ça comme un acquis. C'est-à-dire, ni qui tu as beau. Mais pas ta choc par rapport à ça. Aïna yé nous. Hein? Et ça, c'est ce qu'on a bien noté. Oh! Et ça, c'est ce qu'on a bien noté. C'est pourquoi même aujourd'hui, remarquez le comportement des enfants Kassaïens. Leurs papas sont partis, les ingénieurs, les docteurs, tout ça. Avec toute cette connaissance qu'ils ont engrangée, donc, engrangée au Katanga. Ils sont allés au Kassai, ils n'ont rien construit. Pas même un pont, pas même un aéroport. Pas même une usine de fabrication de briques, de chaussures, rien. Alors qu'ingénieur n'a pas besoin de la. C'est-à-dire les Kassaïens sont intelligents quand ils sont au Katanga. Leur sagesse, leur intelligence, c'est quand ils sont au Katanga. Quand vous dites, avec votre intelligence, allez maintenant construire chez vous, ils ne font rien. C'est bizarre. C'est pourquoi leurs enfants, ils leur donnent, donc c'est-à-dire, ils ont éduqué leurs enfants dans le mensonge. Parce que les enfants, vous savez, l'enfant c'est quoi? L'enfant qui grandit au pied de ses parents est un gobe, boit, mange l'éducation de ses parents. L'enfant écoute tes paroles, même ce que tu ne lui dis pas directement. Papa et maman sont en train de parler. L'enfant capte votre conversation.
Quand vous dites que tu Katangé, tu vas tout tabouler, tu toka qu'on a siki. Nana combien elle a kiri? Hein? Vous regardez à travers la fenêtre, vous dites, ah, ton gars, tu Katangé, valé ne va Katangé, valé ne va Katangé, après nous chezaka nabo, valé ne va tout tabouler. Mon toto n'a capté. Donc les enfants ont grandi dans cette histoire que Katangé, le va tout tabouler. C'était un système mis en place. Les Katangé aussi, à force d'être malmenés chez eux, c'est un problème psychologique. Banakwa ba victime, banakwa traumatisé. C'était des gens, des couples de familles qui se plaignaient. Kaja tupate, ngarole kaseba na mpatia, tulenda tafuta masomo, abambebe mtoto wangu, anapasha nda kufunda kimasomo kimwa kibaya, angara institut technique mutoshi, bakasanjo banayala, kule jube kuna banduko babasemea, on traumatisme. C'était comme ça. Il y a deux communautés déjà fissurées. Une communauté qui jouit de presque tout, et une autre qui n'a rien et qui ne fait que se plaindre. Batoto bien comment il est style. Batoto Katangé déjà mon amourebi Shakiri après 30 ans de règne de Mobutu, 25 ans, on a quoi traumatisé. Il peut se regarder dans le miroir, l'enfant de Katangé, il voit qu'il est zéro, il ne fera rien dans sa vie parce que c'est ça des histoires qu'il est en train de vivre. On a quoi complexé. C'est psychologique. Il devient complexé. Qui t'a dit ça? C'est un système qu'on a mis en place. L'enfant de Kassan, on a combien de mangungu? Nous avons un système mis en place. Je finis comme ça. La corruption est là, le tribalisme. On va me donner une place à la Jégamine. Donc, bien, combien de la ville? C'est-à-dire, mon enfant, une communauté, batoto, deux, banakomea, ou abattu. Il n'a pas d'espoir à l'horizon. Ou mwingine ko sûr. Ni terre tu batani bebe. Comprenez pourquoi les Kassans, même aujourd'hui, ils peuvent aller chez eux. Ils sont allés. Regardez aujourd'hui, ils sont en train encore de revenir, les enfants. Réclamer le Katanga. Hein? Ils viennent réclamer le Katanga. Pourquoi? C'est psychologique. Dans leur fin fond intérieur, tellement ils ont tellement joué au Katanga, ils ont fait tout ce dont ils rêvaient. Donc c'est difficile comme bien là, ça pas Katanga na yenu. Beaucoup de gens font des vidéos même à Kinshasa. Des adultes Kassans, et on a Chambola Katanga en train de les insulter. C'est psychologique. Donc, Adjami Niki Katanga na yabo. Hein? Remarquez même dans la façon de parler des gens. Mettez un Kassaïen et un Katangé. Pour un Kassaïen, le Kasaï c'est pour eux et le Katanga c'est pour eux. Non, et on a rien. Selon lui, il sent qu'il a le droit d'aller jouir au Kasaï et de revenir au Katanga jouir. Comme on a dit Katanga panne. Non, 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 vous êtes des mauvais. Ils étaient habitués. Comprenez pourquoi il y avait un certain Kabeya qui était venu avec la loi de cosmopolitaine. C'est-à-dire, chez eux, ils ont le gouverneur, ils ont des postes. Mais ce monsieur-là, un papa intellectuel universitaire, il vient lire à Lubumbashi un message que, ici au Katanga, c'est une ville cosmopolitaine, nous devons nous partager le pouvoir. C'est-à-dire, Katanga n'y a pas tout botte, mais Kassai n'a pas tout botte. C'est une maladie mentale. Ni malades, ce sont des malades mentaux. Des gens qui viennent avec des histoires de malades mentaux. C'est pourquoi nous disons aux gens, Moussabu. Il faut que Sabou. Un pays, ça ne se dirige pas comme ça. Chacun a un chez soi. En Zambie, même aux États-Unis, un homme de New York ne peut jamais aller s'imposer en Californie. Américain, le pays le plus démocratique du monde, ils vont refuser. Tu ne peux jamais venir de Texas comme ça. Pas, tu vas à Massachusetts, tu veux t'imposer. Jamais. Même l'inscription dans une école, il y a des quotas en Amérique. Tu ne peux jamais sortir comme ça. Tu viens d'Arizona, tu sautes. Oh, je vais à Maryland. Je vais entrer à l'université. On va te dire non. C'est d'abord les enfants de Maryland, les habitants de l'État de Maryland. Autant de pourcentages. Le reste, on peut accepter sur le plan national, avec conditions, les intellectuels, les recommandations. C'est comme ça. Même au Congo, ça doit se faire comme ça. Ce n'est pas seulement le Katanga. Parce que quand nous parlons souvent du Katanga, les gens nous prennent comme des fous. Ce n'est pas seulement le Katanga partout, même au Kasaï. Un Katanga, tu ne peux pas aller au Kasaï, tu sautes comme ça à l'université de Kananga en masse. Non. C'est pour les Kasaïens d'abord. On doit prendre 70% des Kasaïens de Kananga, Bassome Kwabo. Les Kassans de Mboujima à l'université de Mboujima, Unimbu, d'abord eux, 70%, paf, les 30%, on peut prendre les transférer, les recommander. C'est comme ça que ça se fait.
Sur tous les plans, ça doit se faire comme ça, dans un pays là où il y a la loi. Même sur le plan du travail. Dans chaque province, c'est comme ça. C'est le bas Congo, les usines d'abord. Les bas Congolais, 60% mon a engagé. Le reste, vous prenez 5% les Katangais qui vivent au bas Congo, 5% les Kassaïens. C'est comme ça qu'on fait partout au monde. Il n'y a qu'au Congo. Quand tu dis non, surtout les Katangais et les Kassaïens, pourquoi? Parce que les uns, les Kassaïens, ont déjà cru que le Katanga, c'est leur domaine privé. Les Katangais, vous pleurez, vous vous lamentez pour votre chose, mais les voisins, dans leur mentalité, les papas, les grands-pères ont déjà mis dans la tête de leurs enfants que Katanga n'y a chibote. Non! C'est ça que nous voulons changer, Moukichawatu. Moussabu, tout ça, Mouchibote va Congolais. Un pays, c'est pourquoi nous vous disons, on ne dirige pas un pays en désordre. Un pays, ça se dirige à partir d'une rue. Si tu maîtrises la rue, tu maîtrises le quartier, tu maîtrises la commune, vous maîtrisez la ville, vous allez maîtriser votre sous-province, vous allez maîtriser votre province. C'est comme ça que vous allez maîtriser le pays. C'est comme ça que ça se fait. Au Congo, c'est le désordre. La base est foutue, mais tu veux être président du Congo en désordre. Dans d'autres pays, ça ne se fait pas comme ça. Comprenez pourquoi nous avons des problèmes. Dans d'autres pays de loi, remarquez-moi aux États-Unis. Pour postuler à la présidence des États-Unis, il faut que tu aies un background, un passé, une base. Il faut qu'on te connaisse d'abord dans ta rue. Tu as fait quoi? Tu étais scout, Kiro, tu avais sauvé une maman qui s'est noyée. Est-ce que tu travaillais en vacances gratuitement sans chercher l'argent dans ta rue, dans ton quartier, là où tu as grandi en Californie? Tu faisais quoi? On te pose des questions là-bas. C'est quoi un débat? Quand vous finissez le quartier, on voit ton parcours. Tu es l'enfant de qui? Tu as déjà fait quoi dans ta vie? Tu n'as jamais géré la province. Tu n'as jamais été même dans le conseil provincial de chez vous dans votre province. On te fait sauter pas à la présidence. Tu brûles 1 million d'étapes. Comprenez pourquoi un homme comme Félix Tshisekedi a des problèmes de gestion. Il n'a jamais rien géré dans sa vie. Tout ma vie, tu m'as fundisha. Moi, je crois que maïbwe mkichwa majio, mufungule makichwa na Congo itawa sauver. Congo itawa sauver tout toshe majiwe. Je suis content. Au Katanga, il y a déjà un réveil. Votre Kyungula Fifi Masuka. Banta babechi ketena. Nous on a ma correspondance. Il y a trop de révolutions dans la tête maintenant. Ils comprennent que Marc, tu as dit la vérité. Créons une nouvelle classe de raisonnement de politiciens. Ces gens-là, ce ne sont pas des dieux. Même vous là au Katanga, vous pouvez diriger ce Katanga très bien. C'est le système de maintenir les enfants des autres dans la misère. Il n'y a pas quoi ni ma famille telle, ma famille telle. De quel droit céleste? On a dit que famille Tshisekedi, famille Kibasa, famille Mobutu, famille Kabila, famille Katumbi, Pagabo, Apana. N'importe qui. C'est pourquoi nous disons la méritocratie, compétence. Mon amati a pas de nana pita. Le Congo est boukakufunga. Satanisme. Il y a trop de satanisme au Congo. Sorcellerie. Inchabalosi ni Congo. Angala ku Kasai. Anasamina batukana. Pourquoi des gens comme Banendo Kasai, Banafika, même des ingénieurs, des docteurs, des savants, ils fuient tous. C'est la sorcellerie, le satanisme. Il faut une délivrance. Une délivrance, il faut tout ce qui est même tant que Congo, Kyoto en général, Mobutu avait fait des pactes avec le diable. Je n'en ai pas. Congolais n'a pas capable de faire des pactes. Kabila Kouria, si c'est du moment, j'ai jamais un mboka. Non! Enfin, Kevin. On m'a signalé à Kolwezi que Jean-Marc Kakabund a reçu un contrat de la part de Fifi Masuka pour aménager les routes. Le peuple d'abord. Jean-Marc Kakabund à Kolwezi. Fifi Masuka. Tu as donné un contrat à Jean-Marc Kakabund. Est-ce que Jean-Marc Kakabund c'est un entrepreneur? Depuis quand? Jean-Marc Kakabund a une société avec les bennes, les tracteurs, les mazembe. Jean-Marc Kakabund, est-ce qu'il sait comment on mélange le ciment, asphalte, macadam? Il a déjà fait ça où d'abord? Vous voyez ce dont nous sommes en train de parler.
Jean-Marc Kakabound a reçu un contrat des mains de Fifi Masuka Kolwezi. Et qu'est-ce qu'il fait? Les routes en terre. Jean-Marc Kakabound ajoute d'autres terres dans je ne sais pas là, les trous là-bas, pour combler ces trous-là, avec la terre encore. Hein? Les Katanga appellent ça comment? Dans la GKM, on appelait ça la territe. Hein? La territe. Le peuple d'abord. Hein? Hein? Et puis ils vont venir nous chanter comment ils sont venus nous amener la loi, la justice au Congo. Tout ça c'est quoi? Moi je vous ai dit, tous iront finir au Katanga. Au Katanga c'est facile à Kouamoutou facilement. Si vous êtes des commandos, des tireurs d'élite, vous voulez tuer donc 70% de vos politiciens. Moubebe Mabundik, Mwendo Katanga Mbachungu, Mutabaou Bote. Ça va Koukou Panchenge. Ça va Inzi Pamavi. Même s'ils ne parlent pas à midi comme ça, beaucoup de politiciens vont la nuit. Ils se cachent dans des résidences là-bas, ils prennent leur part, ils reviennent. Jean-Marc Kakabound, de la communauté de Félix Tshisekedi là-bas. Au Kassai, il y a des érosions. Il n'y a pas de route. Pourquoi cette société-là, Jean-Marc Kakabound? Toi, tu veux mettre donc combler des trous avec d'autres terres à Kolwezi. Pourquoi ne pas mettre, si tu as une entreprise avec des bennes, des mazembe, caterpillar, bulldozer, nous enfants de la GKM, nous connaissons les noms, hein, les noms de monstres qui peuvent arranger donc un quartier. Si tu as des Kiruna, des caterpillar, donc des link belt, donc tout ça, pourquoi ne pas les prendre, tu les amènes au Kassai Jean-Marc Kakabound? Parce que c'est là où il n'y a rien, il n'y a même pas de route, il n'y a que des pistes. Vous voyez comment quelqu'un, il n'aime pas chez lui, il veut faire semblant de boucher des petits trous avec de la terre encore au Katanga, à Kolwezi, là où il y a beaucoup d'engins, il y a tout. On lui donne ce marché pourquoi? Fuite des capitaux. C'est pour voir comment on va faire sortir de l'argent qui mouille bien encore. Il va vous construire une grande maison là-bas comme villa à Kinshasa. Il est en train de mettre les mains dans la poche, les gens travaillent là-bas. On va lui demander, est-ce que Jean-Marc Kakabound, hier, pas même avant-hier, hier tu étais pauvrissime. Tu as trouvé l'argent où? Et ces gens n'ont pas honte. Il va siéger là-bas avec un visage là-bas embisé. Hein? Il va siéger là-bas. Ce pays est foutu. Nous allons écrire. L'état de droit viendra. C'est nous qui allons amener le vrai état de droit. Jean-Marc Kakabound, nous avons déjà notre note avec ta société là. Je vais demander le nom. Il faut qu'on me donne. Ceux qui connaissent le nom de l'entreprise de Jean-Marc Kakabound à Kolwezi, amenez-moi le nom. Prenez même des photos du travail qu'ils sont en train de faire. Donnez l'information. Même vous qui travaillez, qui connaissez la vérité, en secret là, je ne vais pas publier vos noms. Écrivez-moi aigledekolwezi@gmail.com. En anglais, c'est aigledekolwezi@gmail.com. Envoie-moi des photos. Il y a déjà des gens qui m'ont envoyé des photos et des vidéos. Envoyez-moi. Nous allons mettre ce dossier. Tous les voleurs là, c'est nous le peuple. Nous allons les traquer même après 10 ans. On va demander, tu as construit avec l'argent, tu as trouvé ça où? Pas même 3 mois, parce que tu es pauvrissime. Aujourd'hui, tu deviens milliardaire, tu construis une villa. Tu as trouvé l'argent où? Et ce sont ces gens-là qui vous dirigent et vous applaudissez. Et qui disent même aux autres, oh, l'état de droit. Ah, le Congo à Lumumba. Vraiment. Alors, je lis l'article de cet Américain. Il a écrit, il a démontré clairement, un grand professeur, il est entré même dans des ambassades, il parle même aux gens du ministère des Affaires étrangères des États-Unis. Il a prouvé comment Félix Tshisekedi a été mis là par Joseph Kabila pour sauvegarder les intérêts de l'occupation. Je vais vous dire ça. Et puis il y a ça, comment l'Ouganda a déjà mis ses bases militaires, déjà, et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire dans l'est du Congo. Ça, c'est pourquoi Washington a laissé une élection volée se tenir en République démocratique du Congo. Ça, je vous le lirai un autre jour. La fabrication de Banyamulenge. Qui a fabriqué les Banyamulenge? Ce sont les ONG qui viennent chez vous, aux Médecins sans frontières.
Croix-Rouge, aux Actions contre la faim. Ce sont ces gens-là qui ont fabriqué la tribu. Le nom existait déjà, à part les Rwandais qui étaient venus là. Ils avaient créé ce nom-là déjà. Mais ce sont les Blancs qui sont venus mettre ça. Hein? Ils viennent chez vous, hein, sous forme d'ONG pour vous aider. Ils fabriquent une tribu au Congo. Ils donnent même des rapports à Washington, sans associer les dirigeants congolais. Aucun Congolais ministre de l'Intérieur n'a été associé à cette histoire. Aucun parlementaire, aucun député, qu'il soit national ou bien provincial ou bien local, personne ne le sait. Les Blancs fabriquent cette histoire, ils donnent le rapport à Washington, qui a les Banyamulenge qui existent, et ils commencent même à les transporter pour les amener aux États-Unis. Les Banyamulenge sont en train d'être formés en Arizona, Utah, je vous avais dit la fois passée. Demandez aux Congolais, les autorités, parce que nous parlons de Kabila. Ce n'est que vous, mes frères Kassin, vous ne pouvez jamais parler à mal de Tshisekedi. C'est comme quelqu'un qui m'a écrit un certain ingénieur. Il a même dit, ingénieur tel. Toi, tu étais au temps de Joseph Kabila. Tu avais la bouche fermée. Maintenant, c'est Tshisekedi qui est là. Tu commences à parler. Je lui ai dit, monsieur, tu ne me connais pas. Va sur ma page Facebook. Je ne veux même pas te répondre beaucoup. Scroll down, tu vas voir mes vidéos si moi je ne parlais pas autant de Joseph Kabila. C'est ça ma réponse. Fais des recherches. Je vais vous lire aussi. Hein? Ils ont mis même des associations Mapendo. Les Banyamulenge. Lisez, les Banyamulenge tous. Ils sont venus au secours de ces gens-là. Aucun Congolais au pouvoir ne sait cette histoire. Donc le pays n'est pas dirigé. On va vous dire des choses. Je lis ce que cet Américain a écrit. Mon titre est là. Félix Tshisekedi a été mis là par Joseph Kabila. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est ce monsieur l'Américain qui a écrit ça. C'est Joseph Kabila Kanambe, l'enfant d'Adrien Kanambe, qui a mis Félix Tshisekedi là où il est. Pourquoi Joseph Kabila est au milieu d'un grand réseau, network, de mafia, beaucoup d'argent. Il y a des trillions de dollars qui sont en jeu. Et Joseph Kabila ne les gère pas seul. C'est-à-dire, comme Joseph Anangouka, Kagame va tomber, Museveni va tomber, beaucoup d'entreprises vont tomber, au sein de l'ONU, beaucoup de gens vont tomber. Comprenez pourquoi? La pression augmentant au Congo, voyant la chute de Joseph Kabila, beaucoup de vautours dans le monde, venant de plusieurs organisations, sont venus pour vouloir sauver Kabila d'abord. Que Kabila reste là. Joseph. Comme ils ont vu que non, il y a trop de pression, ils ont accepté. Ne pars pas, rentre, cache-toi derrière le rideau. Fayoulou a gagné les élections, c'est prouvé ici. Ce n'est pas moi qui le dis, je vais vous lire. Mais ne lui donne pas ça. Nos intérêts seront en danger. Joseph Kabila dit, je donne à Félix Tshisekedi. Ils ont donné même des raisons pourquoi ils ont tous accepté que Joseph a dit, je vous propose Félix Tshilombo. Ils ont dit, ouais, tu le mets là. C'est comme ça. Ça ne vient pas de moi. Ça vient d'un citoyen américain, ceux qui contrôlent le monde. Il a écrit ça. Il a même conseillé à Joe Biden de changer sa politique. Pourquoi Washington a-t-il laissé une élection volée se tenir en RD Congo? C'est écrit par M. Steven Weissman. C'est un auteur qui a écrit un livre intitulé « La politique étrangère américaine au Congo » de 1960 à 1964. Vous comprenez, c'est pendant la période où Lumumba avait été arrêté et tué. Ce livre a été écrit en 1970. La politique étrangère américaine. Ça se trouve surtout dans des universités en Amérique et en Europe. Je l'ai cherché en ligne. J'ai trouvé une ancienne copie. Un livre, vous me demandez ça coûte combien? 794 $ américains, le livre de ces messieurs. Si tu veux connaître l'information des ambassades, qui viennent des ambassades des Américains sur la mort de Lumumba, lisez le livre, donc, La politique étrangère américaine au Congo, de 1960 à 1964. C'est le même monsieur qui a écrit ça. On le respecte. Il a aussi écrit un autre livre intitulé « La culture de la déférence ».
l'échec du leadership en politique étrangère du Congrès américain. La différence, c'est quoi? C'est l'inclinaison. Les Américains connaissent tout ce qui se fait dans le monde. Ils connaissent la situation du Congo, comment les Congolais souffrent depuis qu'ils leur ont donné Mobutu comme dictateur. Les Congolais ne font que souffrir. Les Congolais sont en train d'être tués. Ils savent tout. Ils font ce qu'on appelle la déférence. La déférence. Ils ne font rien. Ils regardent, ils acceptent ce qui se fait là. Le monsieur a écrit, c'est l'échec. Le Congrès américain a une mauvaise politique étrangère. Il a écrit cet article le 28 avril 2021. Je lis. L'administration Biden est arrivée avec de grandes promesses pour sa politique étrangère, parmi lesquelles rassembler les nations du monde pour défendre la démocratie à l'échelle mondiale et habiliter les diplomates américains qui étaient politisés sous l'administration précédente. Là, vous comprenez, les diplomates américains ne doivent pas être politisés, mais au Congo, ils sont politisés. Je vous avais dit, c'est pourquoi vous voyez ce Mike Hammer, son comportement, c'est un comportement d'un politicien. Or, un diplomate ne peut pas agir comme ça. Un diplomate ne peut jamais appeler les militaires d'un pays, les gens dans le conseil des ministres. Non, il ne peut jamais voyager comme il veut. Non. Nous sommes tombés trop bas. Il a continué. Mais une récente élection controversée dans l'un des plus grands pays d'Afrique soulève une question fondamentale. L'appareil de politique étrangère des États-Unis est-il même capable d'exploiter les opportunités pour aider à des percées diplomatiques potentielles? Comment et pourquoi les diplomates américains, principalement des officiers de carrière vétérans, plutôt que des étrangers trempiens, ont décidé de rejeter une telle opportunité en République démocratique du Congo en 2018. Et cette histoire a des implications importantes pour l'administration Biden. Je pense que le français est facile, vous avez compris. Cela suggère que pour tenir son engagement, Joe Biden devra prendre des mesures pour s'assurer que ses principaux responsables de la politique étrangère américaine soient fortement investis dans la promotion de la démocratie véritable et que les agents de carrière du service extérieur américain soient non seulement habilités, mais également incités à penser au-delà des accommodations à court terme avec les dirigeants locaux. Ce qui a eu lieu au Congo. L'Amérique n'a pas pensé comme un pays qui pense au bonheur d'un peuple, c'est-à-dire un peuple congolais. Nous devons lui chercher des solutions à long terme. Pas la solution de 2 jours, 6 mois et nous commençons encore à nous battre. Il faut mettre de bases, fondations pour trouver une solution à une crise politique ou bien économique au Congo qui va s'étendre même sur 15 ans, 20 ans, 30 ans de paix. Non, les Américains n'ont jamais pensé comme ça. Tout ce qu'ils font, c'est pour ils s'accommodent avec les dirigeants locaux. C'est-à-dire, au lieu de penser Congo, ils se sont enfermés avec Kabila, les dirigeants du Congo d'abord et les dirigeants de la zone Afrique centrale. C'est eux qui ont eu le dernier mot. Le peuple souverain a été abandonné. Les élections présidentielles et parlementaires de décembre 2018 en RDC étaient une occasion tant attendue pour les Congolais de remplacer le gouvernement impopulaire, corrompu et répressif du président Joseph Kabila par un autre qui servirait leurs intérêts, dont les intérêts du peuple congolais. Kabila avait désigné Emmanuel Shadari comme son successeur préféré. Martin Fayulu et l'actuel président congolais Félix Tshisekedi étaient des principaux candidats de l'opposition. Alors que la commission électorale contrôlée par le gouvernement de Kabila réfléchissait à ce qu'il fallait faire de ces scrutins qui menaçaient de mettre fin à l'emprise de Kabila. L'Église catholique, l'institution civile la plus importante et la plus fiable du Congo, a discrètement dévoilé à ses donateurs étrangers les résultats de ces 40 000
projet d'observation électorale forte en personne. Vous comprenez? L'Église catholique avait des agents sur le terrain. 40 000. Et l'Amérique, l'ambassade des États-Unis le savait. Si toi, Congolais, nous allons nous chamailler, les Américains ont des satellites. Donc, ils le savent. Pas même les satellites. À force de lire, vous allez voir que pourquoi les Américains le savent. Parce qu'ils ont financé ces histoires-là. Celui qui finance, il te contrôle. Je te donne l'argent pour payer 40 000 personnes le jour des élections. Tu dois me donner des factures. Prouver que tu les as mis là et tu les as payés, les observateurs. L'Amérique a contribué à financer pour voir donc la réussite de ces élections. Parmi les principaux bailleurs des fonds figurait l'Agence des États-Unis pour le développement international, USAID. Ça donne aussi l'argent. Et le Centre Carter, ça donnait l'argent pour qu'on puisse organiser ces élections-là convenablement. Sur la base d'un échantillon scientifique de 10% des bureaux de vote et d'une compilation de 42% du total des voix, la conférence épiscopale de l'Église, appelée Senko, a projeté une victoire écrasante de Martin Fayulu, puisqu'il était illégal pour quiconque, à l'exception de la CENI, de publier le résultat du vote. L'Église catholique a seulement divulgué publiquement qu'elle avait déterminé un vainqueur clair. Messieurs, mes chers amis congolais, cette élection qui s'est tenue là-bas, selon l'esprit de l'article de cet Américain, il n'y avait pas de débat. Il n'y avait pas d'histoire là-bas, même s'il fallait tricher. Je vais vous lire un paragraphe. C'était difficile pour Kabila de tricher. Même si tu es spécialiste, Dieu avait la main comme ça. Il s'en est suivi une conversation remarquable entre Joseph Kabila et les chefs religieux de l'Église catholique, qui préfigurait le choix que les diplomates américains feraient finalement de s'adapter de manière pragmatique aux menaces plausibles à court terme de Kabila, plutôt que de suivre la voie plus difficile, consistant à soutenir une avancée démocratique à long terme. Mais à comprendre, il y avait déjà des débats. Joseph Kabila est allé en réunion avec les chefs de l'Église catholique, la Senko. Un débat houleux. Joseph Kabila a tapé du poing sur la table. Alors, l'Église catholique était ferme dans sa position. Comme s'en souvenait le secrétaire général de la Senko, l'abbé Cholet, qui a dit « Kabila nous a dit que si nous publions nos résultats, nous l'Église catholique, il y aurait du sang dans les rues et l'Église en serait responsable. » Parole d'abbé Cholet. L'archevêque Ambongo, aujourd'hui cardinal, a répondu à Kabila. Nous avons le même souci de paix dans ce pays, au Congo. Mais cela vient des élections libres et équitables. Pas des élections injustes, M. Kabila. La paix ne viendra que par les élections justes, pas injustes. Au cours des 3 semaines suivantes, vous comprenez maintenant les 3 semaines suivantes, c'est quand ils ont coupé l'Internet. Mes chers amis, il s'est passé beaucoup de choses. Pendant que les Congolais lambda étaient en train de circuler là-bas, vous dormez la nuit, il y a eu des choses. Satan s'est levé. Les anges de Dieu se sont levés. Il y a eu un combat sur tout le plan spirituel, psychique, magique, physique. Les gens se battaient pour ce Congo-là. 3 semaines de combat intense dans beaucoup de bureaux en Afrique, en Amérique, en Europe, au Congo. Partout, les gens se battaient pour votre Congo. Ah, mon Dieu, aide les Congolais, s'il vous plaît. Au cours des 3 semaines suivantes, la politique américaine a évolué vers une approbation de la décision éventuelle de Kabila, d'oindre Félix Tshisekedi comme son successeur. Bien que l'USAID et le département du Trésor des États-Unis se soient vigoureusement opposés à la présentation par le département
d'États américains de ce choix comme démocratique et ont parfois contesté certaines hypothèses sous-jacentes à la politique. Ils n'ont jamais proposé d'alternative à part entière. Vous comprenez? C'est Joseph Kabila qui a voulu oindre, comme Paka Félix Tshisekedi Mafuta, comme on dit dans la Bible, un prophète de Dieu viendra te mettre de l'huile sur la tête pour que tu deviennes roi. C'est Joseph Kabila qui a imposé Félix là-bas. Joseph Kabila était en conflit avec l'ambassade des États-Unis. Beaucoup d'institutions américaines. Je ne sais pas, il avait un pouvoir là comme Satan, ce petit-là. Il a dit, moi c'est Tshisekedi. Il y avait débat. Mais on a remarqué du côté américain quoi? Ils avaient dit non. Un non dans la bouche, mais sur terrain, dans les actes, les Américains n'ont rien fait pour faire peur à Kabila. Ce récit est basé principalement sur 20 entretiens, dont 10 avec les responsables américains qui ont été menés sur le fond et sans attribution pour promouvoir la franchise. La politique étrangère a offert au département d'État américain la possibilité de commenter des passages issus d'entretiens avec des responsables américains, mais il a refusé. Ce monsieur qui a écrit cet article était dans des entretiens. Ce n'est pas Masolo Anzela. Il a eu 20 entretiens, 20 causeries avec les responsables américains à partir de Washington, Europe, Afrique du Sud, le Congo, Kinshasa, Rwanda, Ouganda, tout ça. 20 entretiens. On lui a dit des vérités. Que ce n'est pas Félix Tshisekedi qui a gagné. Il est allé maintenant voir le responsable de la politique étrangère américaine. Il lui a dit, parmi ces 20 entretiens, nous vous donnons le droit de vous défendre. Est-ce que ce que ces gens nous disent, c'est le mensonge? Qu'est-ce qu'on nous dit? Les responsables américains ont refusé de commenter. Dans un communiqué de presse, du 3 janvier 2019, le département d'État américain a exhorté la CENI à compter les votes de manière transparente et à s'assurer que les résultats correspondent aux résultats annoncés dans chacun des 75 000, donc 75 000 bureaux de vote de la RDC. Il y avait 75 000 bureaux de vote. Et tous les bureaux là-bas ont donné les résultats. Les Américains le savaient. La CENCO le savait. Beaucoup d'Européens le savaient. Beaucoup d'agences le savaient. Tout le monde avait les résultats là-bas. Mais la majeure partie des gens ne voulaient pas que ces résultats-là soient proclamés. Pourquoi? Intérêt financier. Tous savaient les résultats. Dans le même temps, le département américain a ignoré la seule source qui aurait pu demander des comptes à la CENI, dominée par Kabila, et chargée de corruption. Qui CENI qui a Kabila? Corruption. C'est le projet d'observation des élections financé par les États-Unis. Il y avait une ONG aussi, appelée Projet d'observation des élections financé par les États-Unis. C'est eux qui avaient aussi donné beaucoup d'argent pour pousser Kabila, qui refusait d'organiser des élections, en disant nous n'avons pas d'argent. Comment Félix Tshisekedi aussi est en train de vouloir le faire. Ils ont poussé Kabila, l'argent est là. Ils lui ont donné l'argent même dans le noir. Prends cet argent. Celui qui donne l'argent, tu lui dois le rapport. Cette ONG là-bas, le projet d'observation des élections venues des États-Unis, ils avaient aussi les résultats. S'inspirant de l'ambassade des États-Unis à Kinshasa, les principaux décideurs du département d'État américain ont refusé d'accepter la probabilité de la conclusion de la CENCO, selon laquelle Tshisekedi avait perdu de manière décisive. La CENCO avait montré ses preuves, disant que Tshisekedi avait perdu de manière décisive. De manière décisive, c'est-à-dire quoi? Il n'y a pas recours. Chaos technique. Ils n'ont pas non plus modifié leur position, les gens du département américain, dans les jours suivants, alors que les preuves s'accumulaient en faveur de l'évaluation de l'Église. Beaucoup de preuves qu'on a menées là-bas, des ONG, des Africains, tout ça. L'Église catholique a parlé au département américain.
la réalité, c'est ça. Le gouvernement américain a regardé, représenté au Congo, là-bas, département d'État, il a regardé le monsieur chargé, il a dit OK. Il a hésité. Il n'a pas voulu croire l'Église catholique. Alors, malgré cela, il y a eu beaucoup d'institutions qui ne faisaient que pomper les résultats, leurs observations. Et ce qu'ils donnaient, ça coïncidait avec ce que l'Église catholique a dit. C'est-à-dire l'Église catholique avait la clé des résultats. Les Américains ont regardé comme ça, silencieux. Cela s'avérait fondamental pour déterminer la politique américaine. Dans leur comportement, ils étaient à un carrefour qui devait déterminer la politique américaine. C'est que la politique américaine a toujours été au Congo. Ils pouvaient changer ça au mois de décembre 2018. Dieu leur a donné la chance, et les Américains et nous les Congolais, de commencer une bonne histoire. Après la mort de Lumumba, vous connaissez tout ça. Mais les Américains ont préféré rester dans leur position de mafia. Selon deux hauts responsables du département américain, s'il avait été clair que Fayoulou avait gagné, les États-Unis auraient probablement ou certainement adopté une position différente. Un Américain aussi avait dit, bon, si Fayoulou avait gagné, les Américains allaient adopter une position différente. Quelle position? Ils allaient résister. Au cours de plusieurs réunions interagences du comité de coordination des politiques et du comité des députés, signalé pour la première fois par Foreign Policy, le 1er février 2019, la résistance du département d'État américain au résultat de la CENCO a été critiquée par des représentants de l'USAID. L'USAID, l'agence des Américains, a critiqué le comportement du représentant des États-Unis au Congo, qui gérait un demi-milliard. L'USAID gérait un demi-milliard de dollars par an. Le programme en RDC et le département du Trésor américain qui avait auparavant bloqué les avoirs américains des associés de Kabila pour atteinte à la démocratie. Ils ont estimé que la position du département américain contredisait les valeurs démocratiques américaines, risquait de nuire à la perception des Congolais des États-Unis et de saper la crédibilité du soutien américain aux élections démocratiques en Afrique en général et dans d'autres endroits comme le Venezuela. Vous comprenez, c'est clair, hein? Donc le département d'État américain, seul, voulait la mafia. Mais beaucoup d'ONG américains avaient des preuves aussi, ils ont montré. Mais le monsieur en charge du département américain, lui, a refusé de les croire. Ils l'ont même dit, les Congolais connaissent la vérité. C'est à l'heure des social media. Les Congolais vont détester les États-Unis d'Amérique. Les Congolais ne vont plus commencer à respecter les États-Unis d'Amérique. Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas laisser les résultats véritables? Le monsieur en charge du département américain, Motema Likondo. 3 responsables de l'ambassade des États-Unis à Kinshasa ont expliqué les principales raisons de leur scepticisme. Pourquoi ils doutaient que Fayoulou pouvait gagner? Premièrement, bien qu'ils ne fassent pas confiance à la CENI pour fournir les résultats précis, ils ont pris des informations très trompeuses de la part des responsables de la CENI, selon lesquelles la CENCO n'avait probablement que 10 000 à 16 000 observateurs. Ces Américains ont été mis dans un coin. Pourquoi est-ce que vous doutez que Fayoulou ne peut pas gagner ces élections? Mais c'est de l'ambassade des États-Unis. Explique-toi. Il a dit non, parce que la CENI est en train de, la CENCO est en train de mentir. La CENI nous a dit que la CENCO ment, qu'il a eu donc 10 000 observateurs accrédités. La CENCO n'avait probablement que 10 000. Donc la CENI a dit que la CENCO n'avait que 10 000 observateurs, entre 10 000 et 16 000 accrédités, plutôt que 40 000 observateurs accrédités. C'est la CENI
qui a commencé maintenant à accuser la Senko devant les États-Unis d'Amérique. Deuxièmement, ces Américains ont cru à l'accusation du président de la CENI, Corneille Nangaa, selon laquelle la Senko se comportait comme si elle agissait au nom d'un parti politique. Nangaa est allé dire aux Américains, non, la Senko n'est pas juste. La Senko se comporte comme si elle est en train maintenant d'agir au nom d'un parti politique. Est-ce que c'est la raison qui fait que toi, Nangaa, tu ne veux pas proclamer le résultat que la Senko a? Nangaa était calme. Ils se sont également plaints que l'Église n'ait pas, dans un premier temps, répondu à certaines questions ou révélé des résultats détaillés et était vague sur sa méthodologie. C'est la CENI qui est encore allée accuser à l'ambassade des États-Unis la Senko, disant que non, l'Église catholique dit qu'il a des preuves, il a utilisé telle méthodologie pour parvenir à ce résultat-là. Ils n'ont rien, ce ne sont que des menteurs, ils ne font que parler dans la bouche. C'est Nangaa qui disait ça. Après enquête, y compris des entretiens et des documents maintenant qui sont sortis, fournis par le personnel de la Senko et ceux qui connaissaient le mieux le projet de l'Église, j'ai découvert, c'est celui qui a écrit cet article, M. Stephen Westman, qui dit, moi, Stephen Westman, j'ai découvert que la méfiance globale de l'ambassade des États-Unis ne pouvait pas être maintenue. Stephen a dit que les Américains, toute cette méfiance qu'ils avaient là-bas, ça ne pouvait pas être maintenu. Ils devaient donc accepter les résultats que la Senko avait déjà. Le Centre Carter, réputé pour son expertise dans l'observation internationale des élections, travaillait avec la Senko depuis les élections contestées de 2011 et qui ont maintenu Kabila au pouvoir. Alors, remarquez, le Centre Carter a fourni une assistance technique et un soutien financier aussi pour le projet d'observation des élections de 2018, y compris le recrutement et la formation d'observateurs. Ce sont les mêmes Américains qui ont recruté et formé ceux qui allaient observer les élections. Vous voyez comment? Les mêmes Américains. Méthodologie pour échantillon des bureaux de vote. Ils ont appris aux Congolais, les mêmes Américains du Centre Carter, comment utiliser les méthodes pour l'échantillonnage dans les bureaux de vote. Comment vous allez travailler comme ça, les machines, on le fait comme ça, pour trouver les résultats. Les Américains ont enseigné. Et la conception de la structure pour la collecte, la transmission, le télédéchargement des données dans leur ordinateur, pour la tabulation et l'analyse. Les mêmes Américains ont enseigné aux Congolais comment le faire. Avant et pendant les élections, le Centre Carter disposait de plusieurs membres du personnel sur le terrain aussi, pour observer le recrutement et la formation et fournir un soutien technique. Les chefs du projet du Centre Carter ont conclu. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous avons confiance dans le travail de la Senko et dans son résultat. Parce qu'ils étaient là. Quand on faisait des calculs, on montre au tableau, on montre partout, on scanne. Les centres cartériens étaient là. On fait entrer dans l'ordinateur, dans les téléphones, pour envoyer au central de Nangaa. Les Américains du Centre Carter étaient là. Ils connaissaient aussi la vérité. Et selon leur observation, ils ont eu confiance dans l'Église catholique. Que l'Église catholique ne ment pas. Ils se sont téléphonés partout au Congo. Vous avez remarqué quoi? C'est la vérité. Ces gens travaillent sans malhonnêteté. De plus, au sein de l'ambassade, l'USAID, qui gérait le projet de la Senko depuis 2014, ne partageait pas l'avis prédominant. L'USAID était en conflit avec l'ambassade des États-Unis. L'ambassade voulait la tricherie. L'USAID, qui pompe beaucoup d'argent dans des projets au Congo, a dit non. Proclamez la vérité. Il a remarqué que les collègues du développement dans d'autres ambassades occidentales qui avaient soutenu le projet n'étaient pas sceptiques quant à ses conclusions. Il a communiqué son avis à son siège de Washington. Le monsieur en charge de l'USAID au Congo
a confronté les gens de l'ambassade des États-Unis au Congo, qui voulaient la tricherie. Lui, il a dit non, les résultats, c'est ça. Ambassade des États-Unis au Congo, Miyibi, ils n'ont rien voulu changer. Et le chargé de l'USAID, selon le paragraphe, a appelé les gens de l'USAID qui travaillent en Europe. Il leur a dit la vérité, c'est ça, c'est ça. C'est-à-dire, ce n'est pas ce qu'on va vous dire. La vérité, c'est ça. Et le même monsieur a recommandé qu'il y ait quoi? Un audit. Avant ça, le monsieur en charge de l'USAID a communiqué même son avis au siège de Washington, en Amérique. Donc l'Amérique, ici, savait la vérité sur les élections du Congo. Néanmoins, les agents de l'USAID ont consciemment approfondi leurs recherches. Après la mi-janvier 2019, lorsque l'Église a publié les résultats plus détaillés maintenant à la presse et aux donateurs, elle a examiné sa base de données, des rapports des bureaux de vote et a demandé à la CENCO de récupérer les badges officiels de 15 000 observateurs financés par l'USAID. Parce qu'il y avait quoi? Un combat sur terrain. Les politiciens congolais disent, l'Église catholique, les catholiques n'ont même pas, ils ont personne. Même les gens de l'UTP disaient, est-ce que vous avez des témoins, vous? Vous avez des témoins, vous? Vous n'avez aucun témoin. Non. C'est nous, l'UTP, qui avons des témoins. Les gens de l'USAID ont dit, pour vous prouver que nous voulons voir si l'Église catholique a des témoins sur terrain. Donnez-nous les badges, Église catholique. Appelez partout dans les bureaux, les centres de vote sur l'étendue du Congo. Ne nous donnez pas tous les badges des observateurs. Donnez-nous seulement 15 000. Si vous nous donnez, nous les Américains de l'USAID, 15 000 badges, c'est-à-dire les gens, les témoins doivent enlever leurs badges. Ils donnent aux catholiques. Les catholiques vont les mettre dans une caisse. Ils vont les envoyer à Kinshasa, au bureau de l'USAID. Si vous nous donnez 15 000 badges, ça va prouver que ça vient des 15 000 personnes qui étaient quelque part. Échantillon seulement. Ça va nous mettre sur le chemin que vous avez observé. Vous comprenez comment ils ont joué avec l'esprit des catholiques. L'Église s'est trop conformée, produisant même 23 000 badges. Les Américains ont demandé 15 000 badges. L'Église catholique a rempli des caisses, a ramené à Kinshasa, au bureau de l'USAID, 23 000 badges. Avant de manquer l'argent pour récupérer les autres badges, pour que ça fasse 40 000. 23 000, c'est déjà la moitié de 40 000. Il fallait de l'argent pour aller dans des petits coins, là où on y va en moto, tout ça. Ça demandait encore des fonds pour aller récupérer les autres badges qui restaient là, pour vous prouver que nous, les catholiques, nous avions des gens sur terrain. On leur demande 15 000 badges, les catholiques donnent 23 000 badges. Ils dépassent même le chiffre demandé. Et l'Église catholique a également commandé un audit indépendant pour ses donateurs étrangers. L'Église catholique a dit, vous nous donnez l'argent, vous nous avez dit de faire le travail, nous avons fait le travail. Si vous doutez de notre travail, appelez les inspecteurs américains, européens, qu'ils viennent faire des enquêtes avant qu'on publie les résultats, pour voir si nous sommes des menteurs ou pas, si nous n'étions pas dans tel ou tel village, si nous n'avons pas récolté les résultats qu'il faut. Ce qui a rendu la position du département d'État américain encore plus problématique. Le département d'État américain, c'est quoi? C'est le ministère des Affaires étrangères. Secretary of State. Le secrétaire d'État américain. C'est le ministre des Affaires étrangères du président américain. Comprenez que les démons étaient au ministère des Affaires étrangères des Américains. C'est là où la match s'est jouée. Même les ONG américains ont contredit le ministère des Affaires étrangères des Américains. Non, nous sommes des Américains, nous tous. La vérité est ici. Mais le ministre des Affaires étrangères, le secrétaire d'État, comme on l'appelle en Amérique, à Kanga Kimisunae. C'est une réunion secrète qui a eu lieu maintenant, au moment même du rapport de l'Église. L'Église donne son rapport. Les Américains ont été obligés d'entrer dans une réunion. Nanga a rendu visite à un responsable de l'ambassade des États-Unis
Il a dit que s'il annonçait le vrai vainqueur de l'élection présidentielle, il serait tué. Nanga est allé à l'ambassade des États-Unis d'Amérique en secret. Il dit, je connais la vérité, moi, Nanga. La vérité est ici. Mais si moi, Nanga, je publie ces résultats, on va me tuer. Des dispositions ont été prises pour un éventuel asile politique par l'intermédiaire de l'ambassade britannique. Les Américains ont dit, pas de problème, comme il y a pression, nous allons t'aider, nous allons te donner un asile politique, mais pas en Amérique. Tu iras à l'ambassade de Grande-Bretagne, nous allons te faire partir en Angleterre. 4 diplomates américains basés à Kinshasa et à Washington rapportent, c'est eux qui disent, ils disent nous étions là, ils rapportent quoi? Que Nanga a déclaré ou laissé entendre que Fayulu avait gagné. Pendant que Nanga a visité l'ambassade des États-Unis d'Amérique avec la peur dans son ventre, disant que la vérité c'est ça. Si je la publie, on va me tuer. Qui allait tuer Nanga? Kabila. La machine à Kabila allait tuer Nanga. Nanga a dit à l'ambassade des États-Unis d'Amérique, c'est Fayulu qui a gagné. Mais si je le publie, on va me tuer. C'est écrit ici, hein, parce que les Congolais trouvent la boubiche. Que Fayulu avait gagné. Ça ne vient pas de moi. Il y avait une conclusion du projet de l'Église avec laquelle les États-Unis étaient d'accord et sur lesquels ils ont agi. Les Américains étaient troublés. Aujourd'hui, d'accord, demain, donc pendant les 3 semaines là-bas. Quelques mois avant les élections, l'ambassade des États-Unis s'était préparée à avaler une victoire attendue de Shadari. Bon, les Américains étaient déjà du mauvais côté. Pendant qu'on faisait les campagnes là-bas, Fayulu, Félix Tshisekedi, Shadari marche à l'ambassade des États-Unis que vous avez à Kinshasa. Elle avait déjà choisi Shadari. Même avec quelques tricheries de la CENI, il croyait que bon, on va prendre Shadari. C'est quoi? Les intérêts de l'argent. Au moins, Kabila serait parti. C'est ce que les Américains à l'ambassade des États-Unis se diraient. On va prendre Shadari, mais notre souci, c'est que Kabila parte. Mais après le vote, il a trouvé les associés de Kabila profondément inquiets, le chargé de l'ambassade. Il a trouvé les associés de Kabila profondément inquiets que Shadari est si mal fait que truquer une victoire de Shadari déclencherait des protestations massives et des confrontations sanglantes sur tous les territoires du Congo. Craignant la propagation de la violence, les responsables de l'ambassade des États-Unis et l'envoyé spécial des États-Unis dans la région des Grands Lacs ont clairement fait savoir à Kabila, Joseph, ainsi qu'aux États africains de la région, Rwanda, Ouganda, Burundi, Tanzanie, tout ça, concernés que les États-Unis s'opposaient à la désignation de Shadari. Les Américains ont vu maintenant la tension augmenter. Ils avaient mis Shadari dans leur tête pour que Kabila parte. Même si on triche, nous allons accepter Shadari. Pourquoi? Pas pour les Congolais. Kabila parte. C'est-à-dire, un homme de Kabila peut remplacer pour que notre marche continue. Bon, que Kabila soit à côté. Ils ont même téléphoné les pays aux alentours du Congo. Kabila a alors décidé d'abandonner Shadari, voyant la pression, voyant que l'échec est total. Kabila a alors décidé d'abandonner Shadari au profit de Tshisekedi, Félix, le candidat de l'opposition beaucoup plus faible. Et c'est lui que Kabila croyait pouvoir gérer plus facilement d'après les relations passées. Ça ne vient pas de moi. Kabila a décidé d'abandonner Shadari au profit de Tshisekedi qui est le candidat de l'opposition le plus faible. Mais le lot bataille de pèse comme ça. Il de pèse, viva, tout ça qu'il faut. Parti monnaie, tout ça. Les Américains ont vu sur terrain. USAID, les ambassadeurs, Centre Carter, ils ont vu. Parmi les opposants qui étaient là, l'opposant le plus faible, c'était Félix Tshisekedi, qui ne faisait pas de points dans les centres.
Moi, je ne veux pas des mensonges. Lisez. Dernier paragraphe. Hein. Vous allez même zoomer dans vos ordinateurs. Ça ne vient pas de moi. Ils ont vu que les deux opposants qui sont là, les trois opposants, Martin Fayulu, Shadari et Chilombo, selon les résultats des bureaux, tous, le plus faible, zéro Chamouicho. Le dernier, c'est Tshisekedi. Alors, je reprends le paragraphe qui dit Kabila a alors décidé d'abandonner Shadari parce qu'il y a eu trop de pression au profit de Félix Tshisekedi, le candidat de l'opposition beaucoup plus faible. Et c'est lui que Kabila croyait pouvoir gérer plus facilement d'après les relations passées. Donc Kabila savait que je ne veux pas gérer Fayulu facilement, mais Chilombo, je vais le gérer facilement. Le président sortant a conservé des solides atouts politiques. Dans les politiques n'a bien au Congo. Kabila a toujours des atouts politiques. Par la fraude et la corruption, sa coalition, la coalition de Kabila, la coalition politique, avait gagné le contrôle des 2/3 du Parlement et ses loyalistes dominaient les forces de sécurité, l'armée. Excusez-moi. Sans le dire publiquement, les États-Unis ont soutenu la déclaration provisoire de la CENI du 10 janvier 2019 sur la victoire de Tshisekedi. Les Américains ont eu même honte de faire une déclaration même à la télévision aux États-Unis, même d'écrire courrier officiel, disant que c'est Félix Tshisekedi qui a gagné. Ils n'ont rien écrit, c'est la honte. Ils ont regardé par la fenêtre, va publier Tshisekedi Félix. Oui. Quel message nous allons lancer au monde? Sony. Les gens ne vont plus commencer à nous respecter, nous les Américains. Je reprends. Sans le dire publiquement, les États-Unis ont soutenu la déclaration provisoire de la CENI du 10 janvier 2019 sur la victoire de Félix Tshisekedi. Malgré le mécontentement des principaux partenaires européens et africains vis-à-vis du choix de Kabila. Vous voyez, c'est Kabila qui a choisi Félix Tshisekedi. Mais le département d'État américain craignait que si la communauté internationale remettait en question la décision du président Kabila, il l'utiliserait comme excuse pour annuler les élections, perpétuant son mauvais gouvernement et provoquant une violence généralisée. Facile à comprendre. Les autres partenaires en Europe, même en Afrique, étaient contre Félix Tshisekedi, maître Tshisekedi là-bas. Les Américains ont accepté, ils ont fermé les yeux. Pourquoi les Américains n'ont pas fait pression sur Joseph Kabila pour changer les choses? Ils avaient peur. Kabila leur avait dit que je vais annuler maintenant ces élections. Le paragraphe est clair. Hein? Vous allez prendre cette vidéo, vous allez relire, resuivre ce que j'ai dit. Kabila a menacé, Joseph Kabila a menacé que si vous proclamez Fayulu, moi je vais annuler ces élections. Et il y aura une grande violence au Congo généralisée. Il y aura un grand chaos. Les Européens et les Américains ne voulaient pas voir le Congo dans un état de chaos qui dépasse ce qu'on a déjà. Hein? Vous voyez l'esprit de Kabila. Vous qui dites que oui, Kabila, vous êtes un tribaliste, suivez mes vidéos. Kabila a pesé. Il a fait peur même à des autorités américaines et européennes comme ça. Lui-même, non. Kabila est au centre d'un grand groupe de mafia internationale. Les Juifs là-bas, dans Guette, il y a beaucoup de gens qui sont derrière lui. C'est pourquoi moi, Nakashina Rambo, quand il se promène là, à Vimba, il sait ce qu'il est en train de faire. Le pays a déjà été vendu par Kabila, hypothéqué d'avance. Tshisekedi ne fait que renforcer la vente. Il fallait qu'il refuse cette histoire. S'il était de père et de mère congolais, s'il était patriote, pourquoi a-t-il accepté? Tshisekedi était informé. On ne peut pas faire de toi président, tu ne sais rien. On t'appelle dans des réunions. Les 3 semaines là, ils se sont assis avec Tshisekedi Félix. La vérité est ici, le mensonge est là-bas. Toi, ton rôle, ça sera de faire ça, ça, ça. Félix Sayebi. Accepter, c'est-à-dire, Andima ki Congo tote kayango. Alors, je continue. Ce dernier était la conséquence même que le gouvernement américain avait cherché à éviter en s'opposant à Shadari.
Les Américains d'avance voulaient accepter Shadari pour éviter Kabila, qui leur disait toujours que si vous me bousculez, moi, Kabila, je vais annuler les élections et ça va provoquer l'hécatombe. Congo qui t'arrive, qui arrive, Chachi. Puisque Kabila n'acceptait jamais Fayoulou. L'option la plus réaliste, selon eux, était d'accepter Tshisekedi. Véritable chef de l'opposition, bien qu'inexpérimenté, le département d'État espérait qu'il finirait par défier l'influence de Kabila. Auparavant, les Américains tabulaient sur Fayoulou. Et avec le nom de Tien Tshisekedi, tout ça, lui de PES, Félix Tshisekedi auparavant, c'était comme le chef de l'opposition. Hein? Il a reçu de son père tout ça. Alors vous allez comprendre, quand ils ont mis les élections là-bas, c'est maintenant les résultats qu'ils ont regardés là. Ils ont vu que Félix Tshisekedi, en dépit de cette image là-bas de chef de l'opposition, c'était le dernier et le plus faible, le moins voté des candidats. Ils étaient même surpris. Ah! Pourquoi ma bête qui est comme ça? C'est comme ça. Par conséquent, les États-Unis n'ont pas soutenu les déclarations de la Grande-Bretagne, de la France, de la Belgique et de l'Allemagne lors d'une réunion du Conseil de sécurité aux Nations Unies le 11 janvier 2019 qui a soutenu l'appel de la CENCO à la CENI de publier les résultats de chaque bureau de vote pour vérifier officiellement le décompte global. Réunion Conseil de sécurité. La Grande-Bretagne était pour Fayoulou. La France, pas pour Fayoulou, pour la vérité. La France était pour la vérité. La Belgique a dit non, publiez la vérité, mes chers amis. L'Allemagne aussi a dit non, publiez la vérité. Ils ont dit, la CENCO a dit à la CENI, dans un communiqué, nous aussi, Conseil de sécurité, nous appuyons la CENCO. Donnez-nous les résultats de chaque bureau maintenant. Allons mollo, bureau après bureau. Jusqu'à ce que nous allons arriver au décompte final, décompte global. En fait, selon deux responsables du département d'État, donc du ministère étranger des États-Unis d'Amérique, les États-Unis disposaient d'informations selon lesquelles la CENI n'aurait pas pu se conformer à cette demande, car elle n'avait pas la capacité technique de créer de forts résultats. Les Américains du ministère étranger, des Affaires étrangères, qu'on appelle en Amérique le département d'État, avaient déjà des informations que même si vous poussez la CENI de Nanga à faire le décompte bureau après bureau, la CENI de Nanga ne va pas faire ça. Pourquoi? Parce que eux, Nanga et ces gens, s'étaient déjà mis dans la tête qu'il faut tricher. C'est-à-dire, nous allons faire le décompte. Pendant que nous allons faire le décompte de bureau après bureau, nous allons profiter pour truquer, maintenant tricher. Mais vu la situation du pays, ils n'avaient aucun moyen pour tricher. Comprenez pourquoi Nanga a refusé. Non, Tokosa Langote. Il allait accepter s'ils avaient vu des brèches par où entrer pour tricher et faire de Shadari le président. Ou bien même Félix Tshisekedi là. Donner même des fausses histoires là, comme ça. Comprenez pourquoi, mais quand ils ont publié Félix Tshisekedi, il n'y a pas de papier, il n'y a pas de PV, il n'y a rien jusqu'à aujourd'hui. Bogaba Nyama. La position des États-Unis n'a pas changé le 15 janvier 2019 lorsque le Financial Times a comparé les résultats détaillés des élections de la CENI divulgués par un dénonciateur crédible aux chiffres fournis par la CENCO, discernant une corrélation presque parfaite. Financial Times, le 15 janvier, a publié un article disant clairement que les résultats, c'est ça. Qui a donné les résultats? Ils ont été divulgués par un dénonciateur crédible. C'est un monsieur qui était dans les ordinateurs. Quand l'ordinateur à Congo et à élection Wana, que les Américains connaissaient, c'était un monsieur crédible. Ce n'est pas un petit là. Il avait les résultats, c'est comme ça. Les Américains sont des CIA, espionnage, FBI, c'est vous. Ils peuvent entrer dans votre système, voler les résultats. Et ce monsieur-là, le dénonciateur, est entré dans le système de la CIA, il a volé les résultats, il les a présentés à l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Il a appelé même les chefs là-bas des missions des Américains, ministère des Affaires étrangères. C'est comme ça.
Et nous allons publier ça dans Financial Times. C'est-à-dire quoi? Acceptez-vous maintenant que la Senko a raison. Mais la position des États-Unis n'a pas changé. Ils n'ont même pas dit, ils n'ont même pas eu honte pour dire non, alors qu'on accepte que Fayoulou passe. Non. Miibi. Selon ce rapport, le rapport du dénonciateur crédible, Tshisekedi avait obtenu environ le même nombre de voix que Shadari. C'est-à-dire, Félix Tshisekedi et Shadari, Bazala qui a un pourcentage presque moko. Chacun n'a reçu qu'un tiers du total de Fayoulou. Donc prenez maintenant le pourcentage de Fayoulou, vous le mettez là. Vous divisez par 3, ce que Fayoulou a eu. Vous divisez par 3, vous trouvez le résultat de Tshisekedi. Vous prenez le résultat de Fayoulou, le pourcentage à Fayoulou, vous le prenez encore. Vous divisez par 3, vous allez trouver le résultat de Shadari. Tshisekedi et Shadari, chacun dans son coin. Pourcentage à Félix Tshisekedi, c'était un tiers à Shadari. Pourcentage à Félix Tshisekedi, c'était un tiers de Fayoulou. Le même pourcentage du côté de Shadari, c'était aussi le tiers de ce que Fayoulou a eu. Donc Fayoulou a bêta que Bangok Saganate. C'est-à-dire ils étaient culottes là en débandade, tous les deux, par terre. Chaos technique. Les États-Unis n'ont pas non plus bougé, malgré tout cela. Le 17 janvier 2019, lorsqu'un communiqué renversant est sorti du siège de l'Union africaine, l'organisation régionale du continent, une réunion des chefs d'État et de gouvernement avait conclu qu'il existait des sérieux doutes sur la conformité des résultats provisoires proclamés avec les suffrages exprimés. L'Union africaine aussi, quand ils ont entendu que Tshilombo a été proclamé, tout le monde dans l'Union africaine a dit non, Lukuta Nabango. Comprenez pourquoi même aujourd'hui, Félix Tshisekedi a des problèmes. En Afrique, quand il se promène là-bas, Baebi, Mouizi, Lukuta, Mouibi, tricheur, on ne le respecte pas. Il y a trop d'incidents. Quand vous voyez les Africains le bouder, ils avaient les résultats. Tout le monde, à l'ère d'électronique, ils avaient des puces. Ils se sont distribués les résultats, tous. L'Union africaine en avait, l'ambassade, tout le monde avait les résultats. Nous, les Congolais, nous pouvons nous insulter, nous battre. Mais les autorités dans le bureau, Union africaine, Union européenne, partout, ils avaient les vrais résultats. Et tous savent que Fayoulou a battu Tshisekedi 3 fois. Il a battu Shadari 3 fois. C'est écrit dans cet article. Les chefs de l'Union africaine ont dit stop. Les suffrages exprimés, c'est le mensonge. Attendez-nous, nous voulons venir arranger ce problème. La RDC a été appelée à suspendre sa proclamation des résultats définitifs. Parce qu'on a proclamé Tshisekedi. C'était les résultats provisoires. C'est-à-dire quoi? Il y avait lieu un jour de changer. On a dit Tshisekedi a gagné provisoirement. Maintenant, nous avons fait ceci, nous avons corrigé cela, nous avons trouvé ça, nous avons fait ceci, cela. Maintenant, c'est Fayoulou qui a gagné. Ça pouvait se faire. C'est pourquoi l'Union africaine a dit non. Restez toujours avec votre résultat provisoire. Nous allons envoyer des missions pour venir checker. Une délégation comprenant le président de l'Union africaine qui était Paul Kagame et d'autres chefs d'État et de gouvernement seraient dépêchés en urgence à Kinshasa pour interagir avec toutes les parties prenantes congolaises en vue de parvenir à un consensus sur une sortie de crise électorale. L'Union européenne a rapidement endossé l'initiative. L'Union européenne a dit, ouais, c'est ce qu'il faut. Il faut qu'il corrige ça. Qu'il allait vérifier toutes choses. S'il faut aller bureau par bureau, les Européens ont dit, allez bureau par bureau pour éviter des problèmes. L'envoyé spécial du département d'État, mission des États-Unis, donc les Américains encore, dans la région. Donc l'envoyé spécial qu'on a envoyé, qui contrôle le Rwanda, l'Ouganda, le Congo, Tanzanie, Burundi, tout ça, qui était aussi là, présent. Une personnalité politique extérieure a estimé qu'il s'agissait d'une mesure constructive, tout comme son homologue belge. On dit, bon, c'est une bonne mesure, hein, qu'on cesse de proclamer les résultats, qu'on arrête par là, provisoire, jusqu'à ce qu'on va venir. Pourtant,
Le département d'État était resté silencieux. Tout le monde voulait que ça change. Pour que la vérité soit dite, seul le ministre des Affaires étrangères américain à Kinshasa et le ministre des Affaires étrangères de Donald Trump. Il travaille en Amérique, mais il est en charge de Affaires étrangères. C'est lui qui contrôle l'ambassade des États-Unis d'Amérique. C'est lui qui donnait des ordres à l'ambassadeur des Américains de ne pas changer, de ne pas faire la vérité, de rester dans le mensonge. Lors des réunions inter-institutions, selon 4 participants, les représentants de l'USAID et du département du Trésor américain ont parfois évoqué la possibilité d'appliquer des sanctions contre Kabila pour faire avancer la démocratie. Ils ont fait même des réunions en secret. Tout le monde ne voyait qu'un seul nom au milieu. Le diable qui a tout bouleversé. Le diable qui est à la base du blocage du Congo. Joseph Kabila. Tous les Blancs regardaient comme ça. C'est Kabila. Le nœud du problème. Diabolo. Joseph Kabila. Un représentant a choqué un haut responsable du département d'État qui a mis en garde contre la violence en observant que certaines personnes pourraient devoir mourir pour parvenir à un changement démocratique. Vous vous rendez compte? Un homme qui travaille au département d'État, au ministère des Affaires étrangères américain, dans leur réunion avec d'autres blancs britanniques, tout ça. Il a étonné les gens. Comment toi, un Américain qui travaille au ministère des Affaires étrangères, dans une réunion, tu dis aux gens là, à d'autres blancs que donc des gens vont mourir. Si vous voulez que les choses changent selon votre démocratie là-bas, il faut les gens vont mourir. Ah! Donc vous avez vendu la vérité des Congolais parce que les gens vont mourir. Combien de gens sont morts en Amérique pour que ce soit un pays démocratique aujourd'hui? Même en France. Dans chaque pays, pour qu'il y ait démocratie, vérité, état de droit, il y a des gens qui meurent. Un autre a souligné qu'une réponse internationale pourrait avoir une incidence sur le recours à la violence. C'est-à-dire, et les Américains et Kabila, ils attendaient que tout celui qui viendra de l'extérieur pour vouloir forcer, il y aura une réponse et ça va créer une violence au Congo. Donc Kabila et ses sponsors étaient prêts de détruire le Congo. Si Fayulu devient président, ils allaient détruire la République démocratique du Congo. Ça me rappelle l'histoire de Salomon, hein, avec les 2 femmes. Une femme, son enfant est mort. Elle est allée voler l'enfant d'autrui, que c'est son enfant. La vraie maman de l'enfant vivant, devant le roi Salomon, qu'est-ce qu'elle a dit? C'est mon enfant. La femme de mafia là-bas, la sorcière Karaba, qu'est-ce qu'elle a dit? Salomon, tu dis la vérité, mon roi. S'il faut couper l'enfant en 2, comprenez un morceau chacun. Mais la vraie maman a dit non, qu'il n'y ait pas de violence. Donc Kabila, lui, ne pensait qu'en termes de violence, de détruire le Congo. Si sa volonté, en tant que Joseph Kabila, n'est pas respectée. Comme Shadari a raté, il a présenté Félix Tshisekedi dans leur mafia. Si vous refusez Tshisekedi, Dame Tavouy, Makile Kotanga. Et comme il était soutenu par les mafiosi, c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. L'un de ces dissidents se souvient avoir été enthousiasmé par l'initiative de l'Union africaine. Pourtant, l'USAID et le département du Trésor n'ont jamais proposé de politique alternative à part entière. Même le département du Trésor américain, l'USAID qui soutenait le changement, tous, ils ont condamné. Mais ils n'ont pas fait quelque chose sur terrain pour pousser la machine à ce que le vrai vainqueur soit proclamé. Ils étaient aussi sous pression. Notamment l'Union africaine aussi. Blablabla dans la bouche. Ils n'ont rien foutu. Ce n'était pas complètement surprenant. Leurs agences manquaient de personnel sur terrain. Vous voyez comment les Américains ont fait? Ils ont des agences dans le monde. Il y a du personnel. Mais comme ils ont vu qu'il y a pression pour qu'on puisse recompter les résultats, appeler des agences des Américains, de Kenya, Nairobi, venez, agences des États-Unis, du Rwanda, Tanzanie, amener les gens, les témoins.
Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donné pour raison, non. Les agences, il n'y a personne là-bas qui peut venir. Il n'y a qu'un personnel diminué là, réduit, tout ça. Tous, ils ont refusé que les gens viennent revoir les choses. Il y avait un autre chemin, moins sûr, mais potentiellement productif, qui aurait pu, et à mon avis, selon l'auteur de cet article, qui aurait dû être emprunté. Les États-Unis, la puissance occidentale la plus influente en RDC, auraient pu déterminer que les résultats des élections annoncées n'étaient pas crédibles. Pourquoi l'Amérique a eu la bouche fermée, selon l'auteur? C'était simple à l'Amérique d'ouvrir. L'Amérique, c'est une puissance qu'on craint. Si un Américain envoyé par le président Donald Trump avait ouvert seulement la bouche officiellement, que les résultats que vous avez annoncés ne sont pas crédibles, Nanga allait fuir. On allait changer, mais ils n'ont rien dit. Il aurait pu travailler avec des partenaires. L'Amérique aurait pu travailler avec des partenaires européens et des gouvernements régionaux concernés, en particulier le Rwanda, l'Angola, le Congo-Brazza et une Afrique du Sud hésitante pour pousser soigneusement Kabila à négocier une solution politique avec Fayulu et Tshisekedi. Malgré toutes les réunions qu'il faisait, vous vous rendez compte, au niveau de l'Afrique, un seul pays ne voulait pas. L'Afrique du Sud, mauvais pays. L'Afrique du Sud n'est pas de notre côté, mes chers amis. C'est la mafia. C'est pourquoi les intérêts des Sud-Africains au Congo, les Congolais, ne comptez jamais sur l'Afrique du Sud, vous avez un problème, vous allez devant l'Afrique du Sud, oh, la puissance africaine, économique, tout ça. Non. Les mauvais. Beaucoup de pays avaient même peur. Par ordre des autres puissances, ils pouvaient se mettre là-bas même par hypocrisie. Seule l'Afrique du Sud qui refusait. Malgré tout ce qu'on disait au téléphone, président de l'Afrique du Sud, vous allez venir, il y a ceci, il y a cela. L'Afrique du Sud ne voulait pas. Pourquoi l'Afrique du Sud a ses intérêts de mafia, de mines au Congo? Alors on continue. Donc, il y a des pays qu'on a mentionnés là-bas. Il fallait qu'ils poussent soigneusement Kabila à négocier une solution politique avec Fayulu et Tshisekedi. Kabila a récemment fait marche arrière lorsqu'il est confronté à d'importantes pressions internes et internationales. Il a écrit cet article il n'y a pas longtemps. Maintenant, il parle d'aujourd'hui. Maintenant, Kabila commence à faire marche arrière. Cette force qu'il avait là, ça commence à diminuer. Pourquoi? Il fait face, lui aussi, Kabila, à beaucoup de pression sur le plan international. C'est ce qui fait qu'il commence à laisser certaines histoires à Félix Tshisekedi. Ainsi, il avait abandonné le projet de révision de la Constitution pour lui permettre un troisième mandat. Kabila avait toujours ça. Même quand Félix Tshisekedi a été mis là par Kabila. Kabila voulait entrer par le FCC pour qu'on change la Constitution, pour que Kabila revienne encore. Donc, à l'ingé pouvoir Mastawana, que le Kabila connaisse. Ainsi, il avait abandonné son projet qu'il voulait négocier avec la médiation de l'Église catholique. Donc, négocier un accord avec l'opposition pour se diriger vers des élections. Donc, Kabila voulait encore faire des histoires-là. Puis, il a jeté son héritier politique sous le bus. Donc, Kabila a jeté son héritier politique, Shadari, sous le bus. Il savait que l'annulation de l'élection pourrait déclencher des réactions au Congo et sur le plan étranger. Lorsque j'ai présenté cette alternative à deux responsables clés du département d'État, ils ont défendu leur position, mais ont admis que Kabila aurait pu battre en retraite. L'article de 2019 sur la politique étrangère indiquait que plusieurs responsables américains actuels et anciens ont déclaré que l'administration Trump aurait pu coordonner une réponse internationale au trucage des élections et a fait pression sur le gouvernement de Kinshasa pour qu'il renonce à essayer d'installer Tshisekedi au pouvoir. Trump aussi pouvait le faire. Si Trump voulait nous aider, il pouvait le faire. Mais il n'a rien fait aussi.
un haut responsable américain très expérimenté d'une agence non américaine qui était sur le terrain à Kinshasa a dit « J'aurais accepté les votes. J'aurais pu accepter de travailler pour rendre acceptable afin que le pays se maintienne. » Le fait de levier diplomatique utilisé, si c'était moi, j'aurais essayé. Beaucoup de gens avaient accepté qu'ils pouvaient essayer pour qu'il y ait changement au Congo. Le 18 janvier 2019, Kabila a rejeté la mission de l'Union africaine et le groupe a reporté sa visite. Le lendemain, une cour constitutionnelle obéissante à Joseph Kabila a certifié la victoire de Félix Tshisekedi. C'était maintenant fini. Lors d'une conférence de presse conjointe le 22 janvier 2019, les représentants de l'Union européenne et l'Union africaine ont froidement pris note de la décision de la Cour constitutionnelle indiquant qu'ils continueraient à travailler en étroite collaboration avec le pays. C'est-à-dire même quand on a donné le nom de Félix Tshisekedi, les Européens, les Africains, beaucoup étaient mécontents. Le lendemain, un communiqué de presse du département d'État, donc ministère des Affaires étrangères américain, sonnait tout à fait différent. Les États-Unis se félicitent de la certification par la Cour constitutionnelle congolaise de Félix en tant que prochain président, a-t-il commencé, tout en encourageant le nouveau gouvernement à être inclusif et à traiter les informations faisant état d'irrégularité électorale. Le chargé a salué un transfert de pouvoir pacifique et démocratique, louant Kabila en tant que premier président de la RDC qui a cédé le pouvoir pacifiquement par le biais d'un processus électoral. Envoyez leur langage. Ils ont réussi à nous imposer, à nous maintenir dans le trouble en nommant leurs personnes là. Ils ont gagné parce que le désordre ne finira pas, l'esclavage ne finira pas au Congo. Ils ont maintenant félicité Kabila, qu'il a cédé. Et il y a ce qu'on appelle l'alternance au Congo. Comme le rapportait le journal Foreign Policy à l'époque, les représentants de l'USAID et du département de Trésor étaient mécontents du fait que le secrétaire d'État, donc le ministre des Affaires étrangères américain, ait considérablement modifié le projet de communiqué de presse du comité interagence à la demande des hauts diplomates. Même ce que le ministère des Affaires étrangères américain a écrit pour condamner la mafia qui a eu lieu au Congo, ils ont changé le communiqué. C'est-à-dire, ils ont félicité Kabila. On dit le communiqué n'était pas comme ça. Ceux qui avaient lu la première copie, ils ont changé la copie pour nous lire des bêtises. Nous maintenir dans la tricherie, nous imposer donc. Nous sommes restés à nous-mêmes comme ça. Personne n'est venu aider les Congolais. Ah, mes chers amis. Ah. Alors, je continue. Ils ont dit que Kabila cédait le pouvoir pacifiquement. Ils ont changé la lecture. Ce dernier considérait le langage du compromis habituel comme un trop grand nombre de rames poussant dans des directions différentes. Le projet convenu n'avait pris note que de l'élection de Tshisekedi tout en faisant référence à sa nature profondément imparfaite et troublante. Leur communiqué final qu'ils ont lu là-bas, ils ont pris note de l'élection que Félix Tshisekedi s'est élu le président tout en faisant référence à sa nature. Donc l'élection là avait une nature profondément imparfaite et troublante. Ça, ce sont les notes circulaires qui circulent dans les bureaux. Les Américains, les Britanniques, entre eux, les ambassades, le monde. Ils se sont dit la vérité, mes chers amis. Cette élection du Congo, c'est imparfaite et troublante. De plus, selon un responsable de l'USAID, il n'avait pas fait référence à un transfert de pouvoir démocratique, ni fait l'éloge de Kabila. Les notes circulaires dans leur bureau, ils n'ont mentionné à aucun endroit que le transfert du pouvoir au Congo est démocratique, qu'il y a alternance, que Kabila c'est un grand homme. Dans leur bureau, ils n'ont pas dit ça. Mais regardez les Congolais. Kabila, père de la démocratie, transfert de pouvoir, c'est nous-mêmes qui nous trompons.
Toutes les autorités dans des bureaux n'ont jamais dit ça. Soucieuse d'avancer dans sa relation de travail avec Tshisekedi et ne remettant pas en cause sa légitimité tronquée, l'ambassade américaine à Kinshasa a apprécié la fermeté du secrétaire. D'autres pays occidentaux ont été déçus par l'abandon des préoccupations démocratiques. Un haut responsable politique du département d'État s'est rappelé avoir été fustigé pour le communiqué de presse lors d'appels de ses homologues britanniques, français et européens. Les Britanniques, les Français, beaucoup d'Européens, quand ils ont vu le note circulaire des États-Unis d'Amérique, prenant note que Tshisekedi c'est le président, tout ça, ils les ont appelés au téléphone. Vous avez fait quoi, vous les Américains? Non, nous regrettons, nous tous. Le département d'État américain, dont le ministère des Affaires étrangères, a correctement anticipé que le peuple congolais ne descendrait pas dans la rue et ne risquerait pas la mort une fois débarrassé de Kabila. Pour les Américains, il fallait que Kabila parte. Démocratie ou pas, mourir de faim, qu'il y ait des problèmes, mais que Kabila parte. Selon eux. Mais Tshisekedi, dépourvu d'un mandat populaire fort et enchaîné à la coalition politique et aux forces de sécurité de Kabila, a lutté pendant 2 ans pour faire des nominations exécutives critiques. Récemment, elle a exploité les divisions au sein du groupe de Kabila et a exercé le patronage présidentiel pour ramener officiellement la plupart des élus pro-Kabila dans son orbite politique. Il reste cependant un danger important que l'absorption d'un réseau politique alimenté par la corruption et la persistance des loyalistes de Kabila dans l'armée renverseront l'impulsion de la réforme. Vous voyez, les Américains sont inquiets, beaucoup de diplomates, à force donc de détruire le FCC par Félix Tshisekedi avec son système, c'est-à-dire en prenant les mafiosi du FCC, en les incorporant dans ce système, qu'ils ne pensent pas que c'est ça résoudre le problème. C'est comme s'il a lavé les mafiosi, il a approché les mafiosi maintenant vers lui. Et ces mafiosi-là, la plupart sont toujours fidèles à Kabila. Ils le mangent. Là, c'est pour manger, se protéger. Les jours où ils vont donc nous montrer leur vraie face, il y aura quelque chose au Congo. La diplomatie américaine peut aider à garantir que les dirigeants politiques sachent qu'ils devront répondre au peuple lors des élections de 2023 maintenant. Ils devraient donc soutenir les propositions actuelles de vastes réformes électorales, y compris la dépolitisation et la transparence de la CENI, et déclarer son intention d'envoyer des observateurs électoraux du Congrès et d'autres pour soutenir les Congolais. Alors vous comprenez, c'est un peu ça. Tout est clair, mes chers amis, que le peuple congolais a été abandonné à soi-même. Cherchez cet article, lisez, et vous verrez que Félix Tshilombo est là parce que Kabila l'a mis là-bas. Un long article, quand même vous avez une idée qui vient des spécialistes avec des notes. Tout le monde sait que c'est Kabila qui l'a mis là. Donc je pense que je vais m'arrêter par ici. Prochainement, je vais parler de la base militaire des Ougandais au Congo. Et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire véritablement dans cet état de siège. C'est écrit dans cet article, si vous allez lire. En bref, c'est quoi? C'est le business, la mafia. Hein? Ils mettent les militaires en avant, croyant que c'est la sécurité. Les militaires en tenue là-bas, ce sont les hommes d'affaires. Et Tshisekedi est dans les affaires avec les Ougandais. L'article qui vient de l'Ouganda est ici. Je vais vous donner même la version anglaise si vous voulez. Vous voyez comment même les étrangers savent que ce pays-là, c'est un pays là où les gens sont des amoureux de l'argent. Donc je vous remercie mes chers amis, tous ceux qui m'écrivent, continuez à m'écrire, qu'on reste ensemble, tout va bien. Le changement c'est nous-mêmes. Les gens de Kolwezi, Katanga en général, merci pour vos messages. Organisez-vous et je pense que vous avez déjà commencé à vous organiser selon ce que vous m'avez dit. Pas seulement au Katanga, dans le Congo entier. Le changement ne viendra pas de ces politiciens-là. Tous sont liés par la mafia d'une manière ou d'une autre. Comprenez pourquoi c'est difficile que le network, le réseau de ces voleurs-là, dans toutes les provinces, se laisse tomber. Non, ils ne vont pas se laisser tomber. Qui va les faire tomber? Rien que le peuple.
C'est pourquoi moi, j'ai dit il faut qu'il y ait une révolution populaire congolaise. Il y a Kafou, qui est la sueur, hein, la boue, dans les rues du Congo, partout. C'est en ce temps-là que nous verrons le commencement d'un changement. Ça va nous coûter cher, oui. Le changement ne vient pas gratuitement, mais il y aura changement véritable. En dehors de ça, vous allez tourner en rond. Rien ne changera. Je vous aime. Bye bye. Ne jamais trahir le Congo. Règle d'écologie, @gmail.com. Écrivez-moi. Je vous aime tous.